Eh bien, bonjour, chers amis de l'Occident. Donnez-vous la peine d'entrer. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue sur le numéro d'avril. Le FO d'avril, tout beau, tout chaud, vient d'arriver. On est entre copains. Installez-vous. Ça va démarrer. Donc, on est avec Geoffrey, Alex, Daniel, votre serviteur Timothée et puis un camarade du réseau des Braves. Salut les gars, comment allez-vous? Tutto bene. Ça va bien. Salut les amis, impeccable. Ça va. Bon alors le camarade du réseau des Braves, on va le présenter dans quelques instants. Là, pour commencer l'émission, le petit rituel. Vous savez, on va activer la fée clochette, mettre un petit like, ça nous fera plaisir. On va remercier nos tipeurs. Alex, c'est à toi. Fais une bise aux tipeurs. Alors, nous allons remercier Popo452, Jean-Sébastien Trény, Jules Metzger, Fafnir84, Clément, Florent, Jérémy, Raphaël, Lambda, plus une myriade d'anonymes. Mais on vous salue très fortement, très chaleureusement tous. Ouais, on vous salue, puis on vous demande de rejoindre l'équipe des tipeurs. Vous savez que les émissions ne se font pas toutes seules, donc si vous voulez nous aider, devenir tipeur, il y a rien de mieux pour nous aider. C'est ce qui nous permet de dédouaner les gens qui passent du temps sur la partie technique de l'émission. Voilà, vous nous aiderez beaucoup en participant. Le Tipeee, c'est le nerf de la guerre. Daniel, est-ce que je te passe tout de suite la parole pour que tu nous présentes? On va commencer par notre invité, en fait, le camarade. Le Jacques qui s'occupe de la Vendée, est-ce qu'on peut tout de suite... Tout à fait, la politesse exige qu'on présente l'invité occasionnel en premier, je crois. Donc le Jacques est le référent de Brave, officiel de la section Vendée. Et en fait, on s'est mis en tête, pour tous les fréquences Occident qu'on va présenter dans les mois à venir, eh bien de mettre en avant une région à chaque fois. En France ou à l'étranger, on commence par la France. Donc le Jacques, toi tu es en Vendée, t'as pas toujours habité ici. On te laisse la parole, présente-toi, présente-nous la section. Salut les Européens, salut à tous. Déjà, merci de me permettre de passer dans Fréquence Occident. Je suis honoré, ça me fait plaisir. Et écoutez, moi je vais me présenter rapidement. Je suis né au milieu des années 80 à Paris, d'un père vendéen et puis d'une mère corse. J'ai grandi dans Paris intramuros jusqu'à mes 32 ans. Assez tôt, moi j'ai commencé à me poser des questions. J'avais un peu l'impression qu'on se foutait de ma gueule, vous savez, même quand je faisais mes études par rapport à ce que nous expliquaient les enseignants, tout ça. Et au début de la vingtaine, voilà, j'ai rencontré, j'ai fait partie de plusieurs mouvements. Et il y a quelques années, moi j'ai rejoint nos camarades de l'ECP. Donc, à l'époque, c'était par le biais de Suez Vélo, c'est tout. Donc, j'en profite d'ailleurs pour saluer ceux qui m'ont connu là-bas, hein, que ce soit Lucien, François, Actos, voilà, Wallenstein, je dois peut-être, j'en oublie certainement. Et alors, pour des raisons familiales, j'ai eu voilà, la possibilité de récupérer une petite maison en Vendée, sur la terre de mes ancêtres. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de m'y installer parce que j'avais surtout très envie de quitter l'enfer qui est devenu l'Île-de-France, hein, pour faire simple. Et donc maintenant, depuis 2 ans, je suis là, voilà, dans un petit village, hein, dans le nord de la Vendée. Et comme j'avais vraiment aimé le CP, cette idée du communautarisme, je me suis dit que ça serait bien de continuer l'aventure ici. J'ai donc pris en main de créer la section. J'ai appelé ça le Mojette Club, hein, voilà, pour donner un petit côté sympa. Aujourd'hui, on reste un petit groupe, hein, on est une petite dizaine. Les gens sont répartis, donc la Vendée, on a des frères qui vivent plutôt sur la côte, d'autres vraiment ce qu'on appelle le bocage. Quelques-uns sont aussi à La Roche-sur-Yon. Il y a 2 pères de famille, des gens assez jeunes, des gens moins jeunes. Récemment, j'en parle un petit peu, j'ai rencontré, c'est un jeune retraité qui a eu une vie passionnante. Il a travaillé 30 ans de sa vie entre la Russie et la France. Il parle parfaitement le russe. C'est vraiment quelqu'un de qualité et que je suis content de pouvoir compter parmi nous. Et l'idée, c'est évidemment de continuer et de faire grandir cette équipe communautaire en Vendée. Voilà, de développer le réseau Les Braves. Je tiens aussi à dire qu'on est assez proche du groupe nantais.
je les salue également. Je pense à Trébor et à Arlequin, qui s'occupent de la section sur Nantes. Et bon, d'un point de vue géographique, nous, on est assez proche de Nantes, hein, donc on se voit régulièrement. Bon, même si évidemment, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais on fait, quand il n'y a pas ces histoires de couvre-feu, de tout ça, on en profite pour se réunir, soit pour faire des activités sportives, soit pour faire des activités culturelles. Heu, voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez vaste pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et voilà, tout ce que je demande, c'est que ça grandisse, que l'aventure continue et se développe. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a non seulement des choses à faire en Vendée, mais aussi, de manière générale, dans tout l'Ouest. Parce que moi, je vois aujourd'hui que le Sud-Ouest, on n'a pas un réseau heu assez bien tissé. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a, il y a vraiment du monde là-bas qui a envie de nous rejoindre. Donc voilà, j'invite tous ceux qui m'entendront et qui sont évidemment en Vendée à me contacter, à nous contacter et puis à faire grandir cette aventure. On entend dans ta voix que ton coefficient de bonheur a l'air assez élevé, quoi. C'est un truc dans ta nature à toi, ou bien c'est vraiment l'endroit où tu vis qui t'a redonné la Ah mais pêche? je vais parler vraiment, hein, honnêtement, il se passe pas une journée sans que je me dise que j'ai fait le bon choix en quittant Paris. J'ai aimé Paris, vous voyez, voilà, j'ai grandi dans cette ville, je la connais très bien. Je l'ai sillonné. C'est une belle ville, mais c'est vraiment pour un jeune homme ou même pour une jeune fille, et c'est un cauchemar aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas construire sa vie là-bas. Je veux dire, on va parler simplement de l'immobilier. Voilà, moi, je suis issu des classes moyennes, je pense comme beaucoup de gens parmi nous et qui nous écoutent. Mes parents n'avaient pas 2 millions d'euros à me donner pour que je puisse m'acheter un appart. Comment vous faites aujourd'hui en Île-de-France quand vous êtes un jeune? Ça veut dire vous ne pouvez pas avoir une bonne qualité de vie dans Paris aujourd'hui en étant quelqu'un, on va dire, de moyen, enfin, d'un point de vue économique. C'est impossible. Évidemment, se rajoute à ça, je pense que tout le monde l'a compris, la population, hein, de l'Île-de-France. Souvent, les Parisiens qui fuient Paris disent qu'ils fuient le bruit, la pollution Oui, et c'est puis vrai. l'oppression des Ouais, ouais. embouteillages, je crois. C'est de Voilà, ça dont ouais, tu ouais. parles, voilà. Ouais, bien sûr. C'est ça, oui, oui, rien d'autre, hein. Non, non, c'est bizarre, ils viennent pas à la campagne pour d'autres raisons, c'est qu'une histoire d'embouteillage. Non, évidemment, on sait très bien c'est quoi le problème. Moi, aujourd'hui, je vis dans un environnement qui est très européen pour la France, hein, attention, hein, on n'est pas, je suis pas en Biélorussie ou en Lituanie, évidemment, ça reste la France, mais dans les villages, dès que vous sortez des grands centres urbains, je vous le dis, enfin ici dans l'Ouest et en Vendée particulièrement, vous êtes en Europe, hein. Attention, je vous dis pas qu'au détour d'une ruelle, vous pouvez toujours avoir une surprise, hein, c'est pas, mais voilà, c'est incomparable avec les grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit Nantes, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, c'est évident. Donc au quotidien, ouais, c'est une vraie qualité de vie. On est au calme. La Vendée, enfin moi je me permets, hein, de parler un petit peu de la Vendée. La Vendée a cette particularité, c'est que euh, c'est très dynamique économiquement. Donc il y a vraiment des opportunités. On peut y vivre et bien. C'est-à-dire, même un jeune couple, il arrive. Bon, les deux peuvent facilement trouver du travail. C'est pas, vous voyez, c'est pas des zones comme ça. Parce que des fois, hein, il y a en France, hein, des belles campagnes, mais bon, il y a pas d'activité économique. Ici, c'est le cas. C'est dynamique. Vous pouvez réussir professionnellement, tout simplement. Et moi, vraiment, le message que j'aimerais transmettre, c'est à tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes qui comme moi, ont grandi dans ces grands centres urbains cosmopolites français. Si vous n'avez pas l'occasion, la possibilité de partir à l'étranger et que vous souhaitez rester en France, eh ben, la première des choses à faire, c'est allez vous trouver un coin sympa, déjà en France. Et il y a des coins qui sont mieux que d'autres, c'est évident. Je sens que là, tu es en train de survendre la Vendée. Dans 2 semaines, il va y avoir un afflux, un transfert démographique de l'Île-de-France vers la Vendée, je sens. Mais qui commence, hein, vous savez, j'assiste, je le vois. Bon, moi Non, parce que t'as toute la France qui déprime en ce moment, si tu veux. Quoi, il y a quand même un truc, tu es en train de dire, voilà, nous, en gros, notre niveau de bonheur, il est ultime, même en plein confinement, alors que tu as toute la France qui déprime et qui en peut plus. Quoi. Ça me fait marrer le côté vraiment débordement de joie dans ton discours. Quoi. Ah ouais, mais je vous le confirme, moi je croise au quotidien. Enfin, il y a beaucoup de gens qui quittent justement, même les Nantais commencent à se casser de Nantes parce que bon,
Je vais pas vous refaire un dessin sur Nantes, hein, mais bon, voilà. Ah ouais, non, c'est surréaliste. Ouais, franchement, là, je peux témoigner. C'est incroyable. Moi, j'ai connu cette ville il y a 20 ans. C'était c'était 100% européen. 20 ans après, vous arrivez dans le centre de Nantes, vous dites mais je suis quelque part en Afrique, je ne sais pas où. Voilà, c'est incroyable. Et beaucoup de gens, voilà, partent de plus en plus des grandes villes et typiquement la Vendée, mais pas que. Il y a d'autres départements, je pense notamment plus la Charente-Maritime, tout ça. Il y a beaucoup d'urbains qui s'installent ici. Et alors, je vais faire un petit breaking news. Les urbains qui s'installent dans les campagnes vendéennes, c'est rarement, comment dire, bon, clairement, c'est des Européens quoi, qui viennent ici dans les campagnes. Et il y en a de plus en plus. Moi, enfin, en tout cas, j'en croise beaucoup, quoi. Ouais, alors, non, j'ai cru que Tim allait parler, mais ce qui est marrant, c'est que moi, le Jacques, je t'ai connu quand tu étais à Paris, et tu t'en rends peut-être pas compte, mais j'ai vu la différence de caractère et d'énergie qui émanait de toi depuis que tu es dans un coin que tu apprécies et que finalement, tu reprends goût à la vie. Et je dois dire que c'est assez remarquable. Pour moi, c'est comme si tu n'étais plus la même personne, tu vois. Ça paraît con de dire ça, mais je voulais le signaler parce que c'est notable de voir qu'il y a quand même des régions de France où on peut être encore bien et on peut créer un groupe de ta propre initiative, en l'occurrence un groupe Brave qui monte petit à petit, mais qui monte sûrement. Et c'est vraiment chouette, ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Bah, écoute, je te remercie hein, pour cette analyse qui est très juste, Daniel. Moi, effectivement, j'ai grandi enfin, une vie, c'est vite passé et son environnement quotidien, ça a une grande importance. Enfin, c'est bête ce que je dis, enfin, c'est banal, mais c'est évident. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas prendre en compte cette évidence et qui continuent à vivre dans des endroits qui sont littéralement infernales. Alors que je vous dis ici, c'est pas attention, je vais pas vous dire que c'est le paradis, que vous êtes waouh, c'est une France qu'on vous aurait cachée, qui est paradisiaque. C'est pas le cas. Mais pour la France, eh ben, vous êtes mieux. Ouais, vous êtes mieux vous avez plus d'espace, vous avez une petite maison. Les gens, je vais vous dire un truc, hein, moi, dans mon quotidien, je crois, vous savez, enfin, dans nos milieux, on focalise beaucoup sur, je sais pas, vous voyez, la fille à cheveux bleus avec 4 piercings et tout. Moi, c'est pas mon quotidien aujourd'hui, hein. Ça, c'est le quotidien dans les grandes villes. Mais les gens que je croise au quotidien autour de chez moi, dans les villages dans lesquels je passe, bon, bah, attention, hein, je vous dis pas qu'ils sont sur la même longueur d'onde que nous. Par contre, c'est des gens tranquilles, respectueux, et qui sont agréables à vivre au quotidien. Voilà. Donc, partant de là, vous avez quand même plein d'éléments qui vous permettent de vous construire une meilleure vie, en tout cas pour la France, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je souhaitais dire ce soir. Alors, pour te contacter et rejoindre la section vendéenne, quelle adresse pour te joindre? Très simple, hein, il y a une adresse mail, le mogetclub@protonmail.com. Mogetclub. Est-ce que tu peux l'épeler? Si tu peux l'épeler. MOGEDTECLUB @protonmail.com. Donc mogetclub tout attaché au singulier @protonmail.com. J'essaie de répondre le plus vite possible. Vous pouvez me retrouver aussi, moi je suis sur Telegram, hein, c'est le Jacques, hein, vous tapez le Jacques, vous me trouverez. Je suis aussi sur Gab, hein, voilà, vous pouvez me retrouver sur Gab, le Jacques, hein, vous me trouverez aussi. Sinon, le plus simple, c'est effectivement par mail, mogetclub@protonmail.com et je serais ravi. Et même si vous avez voilà, des besoins d'informations sur la Vendée, si vous dites ah mais est-ce que c'est, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis, je serais ravi de pouvoir vous aider ou de pouvoir voilà, communiquer avec vous. Eh bien, les Jacques, il me reste à te remercier pour cette intervention. Ça nous a remis la pêche. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou. On va saluer toute ta section et puis on vous souhaite bon vent de Vendée, continuez à prospérer et puis on attend des nouvelles de votre groupe qui franchement, moi ça m'a fait plaisir d'entendre cette énergie de l'Ouest, homme de l'Ouest debout. Exactement, mais encore une fois, merci à vous hein, de m'avoir permis de vous présenter le Moget Club dans Fréquence Occident. Je fais aussi un petit coucou à tous les membres hein, du Moget Club, à nos amis nantais qui nous écouteront sans doute, et puis au plaisir de revoir mes frères sur Paris ou lors du prochain camp Edelweiss. On verra bien
comment on peut organiser ça. Mais en tout cas, merci encore une fois à vous, et puis vive le Mojet Club, et puis vive nous, hein, tout simplement. Vive les braves. Merci à toi, l'ami. Merci à vous. Salut. Bon vent à toi, salut le Jack. Oh, bah écoutez, moi franchement, ça m'a fait plaisir d'entendre ce témoignage. On aimerait en avoir plus souvent. On va en avoir à chaque émission d'ailleurs. Tim, avant qu'on change de sujet, je voudrais quand même signaler que le Jack maintient sa place parce qu'il est performant. Parce que pour avoir choisi comme nom le Mojet Club, n'importe qui d'autre aurait été banni des Braves à vie. Faut quand même le savoir. C'est vrai que c'était périlleux comme nom. Maintenant qu'il est parti, on va pouvoir Non. I was rigoling. Ok. Bah écoutez, non, franchement, j'ai trouvé ça chouette. Alors bon, vous inquiétez pas, hein, si vous entendez des hurlements de bébé, bah, c'est le mien. Ouais. Bah écoutez, après ce moment péchu, je vous propose de plomber l'ambiance avec les news d'Alex. Alex, est-ce que tu peux nous dire à quel point le monde va mal? Ah non, il va super bien. Non, il va super bien. On n'a jamais été aussi bien. Non, mais en plus, je me permets de te couper, Alex, parce que la magnifique news avec laquelle tu commences, elle est belle. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que tu vas nous annoncer. Je trouve l'angle d'approche très intéressant, et il y a quelque chose d'un peu croustillant dans ce que tu vas nous présenter. Oui, parce que ça ne vous aura pas échappé. On a notre super boomer en la personne de Bernard Tapie. Alors, Bernard Tapie, c'est le self-made man par excellence. C'est le type qui vient un peu de la rue, qui a de la gouaille, qui a été patron d'entreprise. Il a même eu une école bullshit à Marseille, je crois. Il a été président de l'OM. Et il s'est d'ailleurs fait, on va dire, il a commencé sa descente aux enfers à partir du moment où il a commencé à vouloir faire de la politique et en l'occurrence prendre la mairie de Marseille. Sauf que à Marseille, n'est pas Marseillais qui veut, et c'est pas parce qu'on fait rentrer un ballon dans des cages qu'on devient un Marseillais. Il a été gentiment remercié. Alors faut savoir aussi qu'il a trempé dans des affaires absolument terribles. On a parlé de centaines de millions d'euros. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Le Crédit Lyonnais qui a quasiment fermé après lui. Hein. C'est ce qui s'est passé. C'était quand même assez intéressant. Eh bien, en fait, dans la nuit du 5 au 6, là, je vous apprends rien. Il s'est fait tabasser. Mais alors, justement, pourquoi moi je vois les choses un petit peu différemment? Eh bien, tout simplement parce que j'ai suivi la chronologie de cette histoire qui remonte pour moi au 27 février. Alors, vous savez, ici, on n'est pas complotiste, on n'aime pas ça. Les complotistes, c'est caca. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de complot. Mais alors, voilà comment... c'est un ami à moi qui m'a un petit peu mis sur la voie. Lui, il suit régulièrement TPMP avec notre excellente amie Hanouna. Et donc, Hanouna reçoit le fameux Younis Abbas, 67 ans. C'est l'homme qui a séquestré Kim Kardashian, Kim Gros Cul, qui la séquestre pour lui piquer jusqu'à 6 millions d'euros de diamants. Et donc, pendant l'émission de TPMP, il y a Stéphane Tapie qui, à l'époque, est chroniqueur chez Hanouna. Alors, il est toujours chroniqueur, mais alors assez rapidement, il y a une espèce de tension entre le fameux Younis Abbas et Stéphane Tapie. Et même à un moment, Younis Abbas le dit. Alors, vous cherchez rapidement sur YouTube, vous trouverez, hein, vous tapez Younis Abbas TPMP, vous trouverez la vidéo. Et assez rapidement, Younis commence un petit peu à s'énerver sur Tapie, le fils Tapie, parce qu'il est un petit peu agressif, un petit peu piquant. Et comme le livre de Younis Abbas, qui est J'ai séquestré Kim Kardashian, va lui rapporter, j'imagine, un petit peu de sous-sous pour pouvoir payer son avocat, parce qu'il a été arrêté, il a fait 22 mois de prison, mais il est de nouveau sorti pour préparer son procès. Younis commence à s'énerver et lui dit « Attention, vous savez pas à qui vous avez affaire ». Et là, il y a des menaces un petit peu couvertes qui sortent. Quand vous voyez ces larmes, ça vous fait quelque chose ou pas? Ça me gêne. Bah, ça vous gêne. Bien sûr. Bah, c'est marrant, moi je vous ai vu vous marrer plutôt, pendant le sujet. Oui, parce que je l'ai déjà vu. Ah, donc ça vous fait rire? Ça me fait pas rire. Bah si, je vous ai vu. C'est une marrer. actrice. C'est vous qui me faites rire. C'est vrai? Parce que depuis tout à l'heure, vous me cherchez. Non, je ne cherche pas, je vous trouve illégitime d'être ici, monsieur. Je vous vois arriver, mais vous allez voir, c'est à qui vous avez affaire.
Vous allez voir. Vous me menacez en plus. Non, je vous menace Non, pas. vous mais menacez je vous en vois, plus. je vous vois, vous me cherchez, je vous vois. Parce que je vous trouve pas légitime, monsieur. Mais je m'en fiche. Pourquoi vous ne le trouvez pas légitime? Je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire l'apologie d'un crime qu'il a commis, Je fais aucunement la pour lequel il est Je toujours pas réponds- jugé, Je réponds aux médias. pour lequel il est Vous toujours pas regrettez. jugé. Non, mais ça, je le dis tout de suite. Bien sûr, le lendemain, j'ai regretté. Il regrette, il a rien fait, mais il intitule son livre J'ai séquestré. Que quelqu'un qui est en cours de jugement vienne en plus fanfaronner sur tous les plateaux de télé. Je vois votre attitude, vous regardez Kardashian qui pleure, ça vous fait marrer. Je vous trouve vraiment ignoble. Et un mois plus tard, quasiment jour pour jour, Bernard Tapie se fait séquestrer avec sa femme pendant plus de 45 minutes, roué de coups, menacé. Où est le coffre? Où est le coffre? Alors moi, je voudrais juste dire un truc. Bon, encore une fois, je vous dis, je suis pas complotiste, mais j'imagine que Younis Abbas, quand il arrive en prison, c'est un peu le daron. Il arrive, les mecs, ils doivent, ah, vas-y, yo, franchement, t'as bien séquestré Kim Gros Cul, là, franchement, raconte-nous ton histoire, blablabla. Est-ce que tu crois pas que ce mec-là a réussi à se faire 2-3 copains et lui dire, dis donc, le Stéphane Tapie, il a un peu fait le ronflant, là. Ça vous dirait pas d'aller faire un petit tour chez son père? Hein, moi, je dis, voilà, un complotiste pourrait croire ce genre de choses. Moi, je ne le crois pas. Et surtout que le lendemain, sur BFM TV, on a vraiment le Stéphane Tapie qui fait ses excuses, enfin qui fait ses excuses, mais qui dit c'est horrible, j'espère que ça n'arrivera plus, on fera tout nécessaire pour qu'il soit plus en sécurité. Voilà, enfin, il fait vraiment amende honorable. Donc, voilà l'éclairage que je voulais amener sur cette affaire Tapie, mais j'imagine que vous avez, vous aussi, plein de choses à dire à ce sujet. Bah écoute, Alex, moi j'ai envie de te rejoindre. C'est assez convaincant, t'as bien vendu ton angle d'approche. Et à vrai dire, le complotisme consiste à tout expliquer par le complot. Ne jamais admettre l'hypothèse d'un complot serait tout aussi débile. Surtout quand tu vois la gueule du mec, là, tu dis Kim Gros Cul, l'autre c'est Younis Gros Cou, lui, il a pas de cou en fait. T'as la tête qui est plantée directement sur les épaules, et le mec, à peine tu commences à le mettre en cause, directement il te menace. Et effectivement, l'idée que ce type soit dans des réseaux de gens pas forcément mignons me paraît probable. Que ces types aient comment dire, la vengeance facile, ben j'irai pas parier contre ça. Donc allez, moi je dis que Alex voit juste, je mise $5 sur ta théorie. Je pense que l'hypothèse d'un crime crapuleux est beaucoup plus simple. Bernard Tapie est connu pour être un homme riche et il l'est. Il habite Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, c'est près de grosses cités avec des racailles qui vous savez. Donc il est beaucoup plus logique que ce soit simplement sa notoriété ou même simplement le hasard. C'est une belle maison, ça arrive à des Français tous les jours, donc c'est ce que je pense. Ce que dit Alex, c'est que ça va peut-être donner l'idée. Pardon. On crée des scénarios, on crée des rêves et tu viens tout détruire, Geoffrey, quoi. Mais pourquoi es-tu aussi méchant? Quel rabat-joy! C'est je connaissais pas ça. Moi, je pense qu'on ne saura jamais, mais c'est rare que je me réjouisse de l'agression. Oh, c'est facile, il s'engage pas, Daniel. Franchement, c'est pas dans ma nature et ça montre quand même que si les gauchistes nous ont rendus méchants, quoi. Parce que c'est une des premières fois où je me suis dit, quand même, il serait mort, je serais pas allé jusque-là, mais il est pas mort, tu vois. Je me suis dit, quand même, bien fait un peu pour sa petite gueule, quoi. Enfin, pour sa grosse gueule, en l'occurrence. Mais... Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que l'autre fils Tapie, alors j'ai oublié son prénom, c'est le demi-frère du Stéphane incriminé. Lui, le lendemain, il va sur BFM pour expliquer. Alors oui, il y avait 3 Noirs et un Arabe, mais attention, pas d'amalgame. Alors donc le lendemain de l'agression de son père, hein, c'est ça. Le lendemain de l'agression, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et après, j'ai un pote un peu complotiste qui m'a dit ouais, mais t'as pas vu, il avait fait sur TPMP machin. Bon, moi je suis pas Hanouna, c'est un tort, hein, parce il y a beaucoup de choses à apprendre d'exceptionnel. Geoffrey ne me contredira pas, je crois, cette fois-ci. Et mais apparemment oui, il y avait quand même une petite tension entre Younis ce qui avait pas plu à Stéphane, c'était Stéphane Tapie, c'était que Monsieur Younis avait rigolé lorsqu'on montrait
Kim Gros-Cul qui expliquait qu'elle avait eu peur de se faire violer, avec un petit sourire bizarre, quoi. C'était assez surprenant. Je pense pas qu'on commandite une action pareille juste pour un truc pareil. De toute façon, la police fera son enquête, elle verra qui a appelé qui. S'il y a une piste comme ça, elle la suivra. Et je continue à faire mon rabat-joie, mais peu importe. Ouais, tu rabats la joie ce soir. Hein. Mais Tu il y rabats a la un joie. truc aussi que je trouve très intéressant psychologiquement dans cette affaire, c'est que Bernard Tapie ait dit à son ami, dont j'ai oublié le nom, peut-être que vous l'avez en tête, lui aurait dit qu'il c'était, je sais pas quoi, 2 Arabes et un Noir. Je trouve ça très révélateur parce que, en fait, en privé, il le dit. Évidemment, en public, il ne l'aurait pas dit. Si on lui avait posé la question, je pense pas qu'il l'aurait dit comme ça. Hein. Donc, en privé, il le dit. Mais est-ce que, en fait, il le dit, là, je vais faire moi et mon complotiste, est-ce qu'en privé, il le dit parce que simplement il se relâche et il est naturel, ou parce qu'en fait, il le dit parce qu'il n'oserait pas le dire directement, donc il le dit par proxy. Il attend que ce vieux monsieur dont j'ai oublié le nom et vous ne m'aidez pas, merci, répète cette information à la radio. Vous voyez? J'ai pas compris. Ah. Est-ce que inconsciemment Bernard Tapie n'a pas fait exprès de donner cette information à son ami pour que cette information soit reproduite parce que lui-même n'ayant pas le courage et de dire ce sont des Noirs et des Arabes, en le fait de le dire indirectement, il va se dire que cette conversation va être reproduite à la radio par ce journaliste. Ah, ouais. Bon, quand tu te mets au complotisme, dis donc, ça déménage, Geoffrey. Moi aussi, je peux faire du complotisme. Mais c'est pas du non, complotisme. mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Psychologiquement, ça se tient. Tout à fait. Ouais, ça se tient. Juste une question, Geoffrey. Crois-tu en certains complots? Je fais un petit aparté là. Oui, bien sûr. D'accord, ça me surprend. Par exemple, l'assassinat de Kennedy. Complot. J'ai vu l'excellent film d'Oliver Stone que je vous invite à voir. Bien sûr qu'il y a des complots. Daniel, toi, tu souscris à certaines théories du complot ou pas? Mais c'est-à-dire, l'idée même du complot, évidemment, existe. Oui, bien sûr. Faire un plan contre quelqu'un, c'est déjà faire un complot, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple, on fait une aparté rapide, si on prend l'exemple du 11 septembre, faire un complot me paraît impossible. Parce que le niveau d'organisation, le nombre de personnes impliquées, la nécessité de garder un secret sur autant de personnes, il faut des fausses personnes qui meurent, des gens qui placent des explosifs dans les immeubles, personnes qui voient les explosifs, les caméras piratées. Le niveau de complexité, tout de suite, me fait dire que le complot est impossible. Par contre, ou très peu probable. Par contre, pour des choses plus simples, comme par exemple... Emmanuel Macron a dû comploter entre guillemets pour être président. Il a dû discuter avec Jacques Attali, plein de personnes dans la politique, pour pouvoir préparer son élection. Là, c'est un complot raisonnable. Oui, alors moi, ce que j'allais dire, le temps que je cherche quand même, parce que tu m'as pris un peu au dépourvu avec ta question, Tim. En fait, le seul complot auquel je croyais jusqu'à présent, c'est la mort de Kennedy. Et en fait, j'ai lu un bouquin qui a remis en cause ce complot-là. C'est un bouquin qui est édité d'ailleurs par nos amis des éditions Acribeia. Et en fait, alors c'est marrant parce qu'Acribeia, ils sont révisionnistes, mais ils sont anti-complotistes par ailleurs. C'est assez curieux. Et bref, en gros, l'idée, c'est que le tueur était absolument seul, quoi. Le tueur de Kennedy, en fait, était absolument seul, et c'est prouvé par 50 assertions, 50 sources, que c'était un tireur d'élite, mais isolé, qui a juste pété un boulon, quoi. Donc, du coup, non. Publiquement, des complots auxquels, non, je vois pas. La volonté de grand remplacer l'Occident par qui on sait, on pourrait considérer que c'est un complot, mais plus j'avance en âge et en analyse, plus je réalise non pas que le grand remplacement n'existe pas, évidemment qu'il existe, mais je pense qu'il y a une grande partie des élites, en fait, qui sont elles-mêmes des suiveuses, en fait. C'est-à-dire, il y a un processus qui a été enclenché, et en fait, ils rentrent comme ça dans le truc. Ok, c'est quoi? Il faut être quoi? Il faut être progressif pour gagner des élections. Il faut avoir les voix des immigrés et de la gauche. Avec ça, tu es pratiquement sûr de gagner. Ok, faisons-le. Et je pense qu'il n'y a même pas une conviction, il n'y a même pas besoin, en fait, que les gens se réunissent en disant on va remplacer les blancs, mais on va pas le dire, ça va être progressif. En fait, ça se fait terriblement, inexorablement, mais je ne crois même pas que ce soit un complot. Non, mais c'est une certitude pour moi, c'est évident. La part de bêtise et de stupidité chez les élites est énorme. En fait, je me rappelle de quelqu'un dans le réseau qui est quelqu'un que je trouve particulièrement intelligent dans le sens organisationnel. Il a une capacité d'organisation et de structuration de sa pensée qui est vraiment impressionnante. Et ce type ne peut pas admettre
ni croire que les élites soient des débiles. Pour lui, c'est exclu, évidemment, parce qu'il se projette sur eux. Mais la réalité, souvent, c'est qu'en faisant ça, on ne perçoit pas les autres tels qu'ils sont. Et parfois, c'est encore plus catastrophique que ce qu'on croit. C'est-à-dire que si encore les types étaient malveillants, on pourrait leur faire entendre raison. Mais le pire du pire, c'est quand on a affaire à des débiles. Et je crois vraiment que c'est notre cas, quoi. Bien écoutez, chers amis, est-ce que nous avons tout dit à ce sujet? Oui. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter. D'accord, bah écoutez, si vous êtes tous OK Enfin, pour si qu'on ce n'est passe à la suite. Ah, ça y si est, ce n'est le que truc. Alors vraiment, je commençais à prendre mon élan pour envoyer le sujet suivant, et Non, excuse-moi, Geoffrey Marot c'est m'empêche difficile à imaginer de le transiter. niveau de traumatisme que ça peut être le homejacking. Ah ouais, c'est On vrai, c'est dirait, vrai. on dirait le film Que justice soit faite, dont Ouais. Daniel, tu avais parlé dans une émission. Excellent film. Sauf que sa femme n'est pas morte. On n'en parle pas parce que bon, on parle du fait, c'est un fait divers et à notre échelle, c'est un fait divers, mais j'ai moi-même du mal à concevoir le niveau de traumatisme, notamment pour les femmes qui sont Ouais. plus émotionnelles. On se sent violé, on se sent plus en sécurité nulle part. L'homme est humilié, il n'a pas été capable de défendre sa femme. La femme elle-même, enfin c'est pas Ouais. le sujet, mais ce niveau de violence qu'on atteint en France est vraiment choquant, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, bon, le sujet s'allonge un petit peu, mais je vais quand même dire un truc, c'est que ce qui est, comment dire, vraiment au cœur de cette histoire, je vais vous dire, c'est que ces deux-là, Tapi et sa femme, sont des gens de gauche, c'est-à-dire des gens pour qui les faits ne comptent pas. Ce sont les idées et les mots qui comptent. Ce sont des gens qui sont choqués par des mots qui peuvent être dits ou des idées qui peuvent être véhiculées, mais pas par des faits. C'est ça, finalement, la profession des gens de gauche. C'est voilà, de se spécialiser dans l'indignage à la con autour de propos et d'idées. Et ben, ces gens-là viennent de subir un fait. Et ce qui d'habitude ne les choquait pas, ils viennent de se le prendre en pleine poire. Et évidemment, ils y sont peut-être encore moins préparés que les autres. Et très souvent, ce que j'ai vu chez les gens de gauche, c'est que quand il leur arrive un truc comme ça, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Moi, j'ai vu un copain de gauche que j'avais il y a 10 ans, je l'ai vu se faire agresser sous mes yeux. Et juste après l'agression, il m'a regardé et il s'est mis à dire mais je comprends pas, mais je comprends pas. Et il a dit ça pendant 100 mètres. Il n'a pas arrêté de répéter mais je comprends pas, mais je comprends pas, mais je comprends pas. Il répétait ça comme un perroquet. Ouais. Non, mais oui, c'était un robot. Il refuse le réel, quoi. Ouais, c'était ça. C'est-à-dire, il n'arrivait plus à dire autre chose, quoi. C'était juste ça, les mots qui sortaient de lui. Et... C'est André Berkoff, ça me revient le nom. Oh, très bien. Il est ami avec Bernard. Très bien. Oui, en effet. Bon, écoutez, Maestro Conversano, êtes-vous prêt pour le premier sujet de fond? Absolument. Ok, chers amis, très bien. Écoutez, je vous propose de passer à un sujet qui va un petit peu traiter de ce qu'on vient d'évoquer, enfin du moins qui va nous amener à réfléchir sur tout ça. C'est le sujet de Daniel Conversano, l'impact des mauvaises nouvelles sur le cerveau. En effet, je sais que c'est pas anodin, on appelle ça le black pilling, je crois. Ouais. Daniel, tu vas me confirmer et nous dire un petit peu en fait en quoi il faut se méfier éventuellement de ces mauvaises nouvelles dont on a tendance à s'abreuver jusqu'à en devenir addict parfois. Daniel, c'est à toi, maestro. Alors, bien évidemment, la question, enfin, l'idée n'est pas d'être dans une espèce d'aveuglement par rapport à l'actualité et de se dire finalement, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Voilà, en gros, bien sûr qu'il faut savoir ce qui se passe. Le monde est terrible, en Occident, il se passe plein de choses affreuses, mais il y a un réflexe qui consiste à chercher les mauvaises nouvelles, à chercher les mauvaises informations qui vont faire mal, qui vont déprimer, de la part de pas mal de nationalistes. Alors, quand est-ce que j'ai compris ce phénomène? C'est au moment du mouvement Black Lives Matter, qui a commencé aux États-Unis, évidemment, qui après s'est répandu un peu partout dans le monde. Et chaque jour, j'avais des nationaux qui me suivaient sur mes réseaux principaux comme Telegram, et qui me disaient « Ah, vous avez vu, il y a eu une manifestation Black Lives Matter dans tel pays. Ah, dans tel pays. Ah, mais je croyais que tel pays était protégé du gauchisme, mais il y a quand même eu une manifestation Black Lives Matter. » Il y avait une espèce de vice, et je l'ai ressenti fortement quand un mec m'a envoyé une vidéo d'une manif Black Lives Matter en Hongrie, où, d'évidence, on voyait vraiment dans la vidéo qu'ils étaient 40, quoi. Donc, évidemment, il n'y avait pas le feu au lac. Sur les 40, il y avait 20 étudiants qui étaient des Noirs de France, on va dire, d'Allemagne ou d'Angleterre qui étudiaient en Hongrie, et il y avait peut-être 20 gauchistes hongrois, quoi. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi alerter la maison mère, en l'occurrence moi.
Mais les mecs m'ont tous identifié pour que je vois ça. Et ils disaient, voilà, c'est le début de la fin, etc. Ça Ouais. va. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Et en plus, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de vues de la vidéo. La vidéo avait que 150 vues. Et en fait, je m'étais dit, sur les 150 vues, il y a la moitié des vues, c'est des nationaux qui cherchent Black Lives Matter in Hongrie, Budapest. Ouais, bien sûr. En fait, c'est de la dinguerie. Et c'est quotidien, en fait. C'est quotidien. Je sais pas, par exemple, là, on a vu une stat comme quoi en Roumanie, les Roms font plus d'enfants que les Blancs roumains. Bon, de toute façon, qui ne fait pas plus d'enfants que les Blancs dans le monde? Tous les autres peuples font plus d'enfants que nous. Les je crois Asiatiques que- de l'Est. Ou les Asiatiques de l'Est, voilà, Corée du Sud, peut-être Japon. En dehors de ça, tous les autres peuples font plus d'enfants. Mais moi, je suis en Roumanie, donc mon témoignage devrait le suffire en fait aux nationalistes. Je suis ici, si je suis ici, c'est que je suis mieux qu'en France. Sinon, pourquoi je serais ici? Ça n'a pas de sens. S'il y avait des millions et des millions de Roms agressifs, comme on a la même chose avec les halogènes en France, je ne serais pas ici. Donc, il y a une volonté de toujours dépasser les bonnes nouvelles pour trouver la mauvaise derrière. Et je pense que c'est une pathologie, en fait. C'est une pathologie qui est liée à une quantité de malheur qui est énorme en France. Et moi, ce que je prône, c'est une consommation modérée de l'actualité, ne pas se référer tous les jours à Google Actualité ou F de souche. Évidemment, ne pas passer à travers les attentats ou autres quand il y en a, bon d'accord, mais il faut aussi savoir rester sur l'info positive, savoir aussi rêver avec les grands projets, avec l'aventure Elon Musk, avec l'aventure du Persévérance sur Mars, avec tout un tas de choses, et avec vos propres vies, parce que quand on focalise sur l'actualité, eh bien on n'avance pas sur sa vie personnelle. Or, on a une prise sur notre vie personnelle, pas sur l'actualité. Donc, je dirais à consommer avec modération. Voilà. Je pense que oui, c'est un problème, on en avait déjà parlé lors d'une émission précédente. Ça tient à plusieurs choses. Ça tient que naturellement, on est toujours attiré, nous les humains, vers les nouvelles négatives. C'est quelque chose de... Je ne saurais plus comment l'expliquer d'un point de vue de l'évolution, mais en fait, ça nous intéresse plus que les bonnes nouvelles. Et ensuite, ça tient à un état d'esprit dépressif, en fait. Quand tu es dépressif, beaucoup de nations sont un peu dépressifs, je crois. Quand tu es dépressif, tu vas vers les nouvelles négatives, tu t'en abreuves, tu dis que le monde est négatif, quelque part, c'est pas toi qui es négatif. Donc tu confonds un peu ton identité et ton ressenti avec celui du monde et la situation du monde. C'est peut-être une explication un peu pan-psychologique, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Et ensuite aussi, de par l'actualité même nationaliste, alors encore une fois, désolé de dire des banalités, mais je leur dis quand même, mais de par l'actualité même de la situation de la France, on n'est pas réjoui. Enfin, les actualités elles-mêmes sont négatives. Par exemple, si tu vas sur F de souche, tu vas rarement voir une news super. C'est pas forcément un choix forcément de F de souche, mais c'est la réalité de cette situation. Donc, comme on l'avait dit, en fait, il faut une certaine discipline en fait pour à la fois s'exposer à l'actualité sans pour autant s'intoxiquer à elle. Et moi-même, j'ai du mal à le faire. Je vais sur F de souche, je vais moins qu'avant, j'y vais quand même modérément, mais j'ai du mal à le faire et voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, Geoffrey. Justement, par exemple, je regarde là, mais sur mon Telegram, je suis sur F de souche aussi. J'ai regardé, j'ai 523 news que je n'ai pas regardé. Vous savez, j'ai la petite pastille, il y a écrit 523, donc j'ai pas regardé 523 faits. Quand je vais regarder vite fait, je vois, c'est toujours à peu près la même chose. Et ça me permet à la limite de m'expliquer aussi un petit peu sur l'arrêt de la revue de stress, parce que j'ai fait cette émission, il y a peut-être certains qui s'en rappellent, mais alors j'ai un petit peu raté mon coup sur cette émission, même s'il y avait beaucoup de gens qui l'ont aimé. Hein. Finalement, on avait quand même pas mal de vues sur un lancement rapide, une montée assez rapide, une évolution assez rapide. Donc je faisais un petit peu du F de souche en journal radiophonique, on va dire, avec aussi un petit peu puis la vie d'une jeune fille, Camille en l'occurrence, qui a 18 ans, et c'était pour donner un petit peu les deux points de vue, un homme de 50 ans, et puis une femme de 18 ans, une jeune femme de 18 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte de deux erreurs. La première erreur, c'était, je me suis dit que cette revue de stress s'adressait à des gens
qui n'étaient pas encore proches de nos idées. C'était dans une optique de les dégauchiser. Enfin, j'aime pas trop dire le mot droitiser parce que je suis même pas sûr d'être de droite, mais les rapprocher de nos idées. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas forcément. Et surtout, je voulais que les gens de notre bord quittent un peu les réseaux. Quitte à moi-même me sacrifier, parce que rester toute la journée sur les réseaux, c'est déprimant. Je suis rentré dans une pure dépression. Au moment où je faisais ça, j'étais pas bien. Je voyais des trucs jusqu'à 3h du matin, je traînais sur Twitter. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté la revue de stress, j'ai tout de suite enlevé peut-être 80% des comptes que je suivais, qui étaient plutôt des comptes comme SOS Racisme, SOS Méditerranée, Rokhaya Diallo, tout ce genre de gens, je les ai enlevés pour plus savoir ce que ces gens disaient, parce que ça m'énervait, et parce que je me suis aussi rendu compte que regarder ce genre d'informations tard le soir énerve, et lâcher une hormone de l'énervement avant de se coucher, c'est le meilleur moyen de ne pas dormir. Alors je sais que c'est un peu technique, mais c'est en gros c'est ça. Oui. Et donc la première partie, donc je vous disais, je me suis rendu compte que j'avais raté mon coup. C'était j'ai passé le lien à une jeune fille, enfin une femme, pardon, qui vivait en milieu extrêmement remplacé, à Porte de la Chapelle pour être précis, et je me suis dit, elle est vraiment très très proche de basculer, et en lui donnant ça, elle va franchir le pas. Et ça a été peine perdue. Elle a eu exactement le même réflexe que ton ami Tim, à savoir, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est horrible, mais c'est affreux, comment tu peux dire de ce genre de choses. Il y a un clapet, si vous ne voulez pas voir, vous ne verrez pas. Donc, j'ai arrêté de le faire parce que ça me rendait malade, ça m'empêchait de dormir, et ça n'était pas efficace. Et c'était plébiscité le plus souvent par des gens de notre bord. Et c'était pour moi quasiment un échec. Mais je referai un autre truc un de ces jours. Oui, je pense qu'on surévalue le pouvoir des choses rationnelles, et en général, on classe les faits divers dans cette catégorie parce qu'on se dit ce sont des exemples la démonstration que ce que l'on dit est vrai. Et donc, ça va marquer des points, c'est-à-dire notre interlocuteur va se rendre à la raison. Et en fait, les êtres humains ne sont pas faits de raison, ils sont faits d'espoir et de crainte. Et donc, si vous voulez les amener quelque part, il faut jouer sur ces deux tendances. La crainte étant sans doute la moins payante en matière idéologique, mieux vaut, peut-être même, je dirais, les driver par l'exemple, et en leur montrant que vous avez un niveau de bonheur qui est supérieur au leur. Je pense que c'est par ça que vous pouvez attirer les gens. Je crois que par exemple le témoignage de Le Jacques, c'est exactement l'exemple qu'il faut suivre. Voilà, c'est ça. Ça donne plus de baume au cœur que de voir peut-être un type déposer une poignée de lardons devant une mosquée, quoi, ou de faire du militantisme de tranchée. Oui, je ferai. Je pense que si vous connaissez quelqu'un qui est dépolitisé, qui est pas complètement à gauche, et que cette personne est à votre oreille, le plus simple à faire, c'est de lui intimer l'ordre de regarder F de Souche tous les jours pendant plusieurs jours. Je pense que si cette personne est de bon sens et pas complètement intoxiquée, les faits finiront par la faire changer. C'est peut-être une profession de foi naïve que de le dire, mais je pense. Ouais, tu projettes sur les autres ce que tu es, toi. T'es quelqu'un de très très rationnel. Tu penses que tout le monde fonctionne comme ça. Je suis pas sûr, hein, moi. Ça me rappelle le passage du livre de Daniel, justement, Désolé Jean-Pierre, où le héros, le héros du livre s'abreuve de... Produit, le placement de produit. Je suis sponsorisé, j'ai le t-shirt. Merci. Et où le personnage principal regarde des égorgements pour s'entraîner à être dans cet état d'esprit hyper combatif, hyper haineux, pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa mission. Mais je ne vais pas spoiler le livre et dire ce qui se passe à la fin. Aux éditions Conversano, 20 €. Bon, écoutez, voilà, Maestro, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour compléter ce sujet? Non, je crois qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Ah merde, il aurait fallu un peu de désaccord. Moi, j'aurais bien aimé. Non, mais c'est-à-dire, en fait, régulièrement, je vois venir en commentaire, il y a toujours des gens cosinus de la dissidence qui vont trouver une contradiction, genre moi qui dis le contraire il y a 3 mois, par exemple. Alors, je tiens à expliquer ce que certains peuvent considérer comme paradoxal. Parfois, quand je fais des grands lives politiques publics, c'est ce qui marche le plus, ce qui fait le plus de vues chez moi. Parfois, je vais prendre des faits d'actualité terribles
pour rebondir dessus et développer mon idéologie. Mais déjà, c'est ponctuel. Et en fait, je le fais à dessein parce que je sais que c'est l'actualité qui crée le buzz. Donc, quand par exemple, ça arrive, il y a un essoufflement, c'est-à-dire on a un peu moins de recrutement chez les Braves ou même chez moi. Les gens sur Telegram, voilà, il n'y a pas eu trop d'abonnements depuis quelques semaines. Je refais un peu d'actualité pour emmener un peu du sang frais parce que malheureusement, c'est ce qui intéresse le plus souvent les gens. Et je dirais plus l'actualité est crasseuse, plus l'angle est un peu douloureux et sombre, plus ça clique. Hein. Voilà. Après, une fois que j'ai pris les gens au piège, je leur mets du conversanisme joyeux dans les oreilles, mais c'est vrai que j'utilise cette stratégie quelquefois. Mais tu avais dit le contraire il y a quelques temps, Daniel, je comprends pas. Non, je rigole. Vas-y, Geoffrey, à toi. J'ai un truc à dire, c'est que en fait, ce problème de la négativité, c'est vraiment un problème général. Vous regardez BFM, vous regardez n'importe quoi, même c'est un problème qui est connu. En fait, faut pas croire que ça nous affecte nous uniquement. Même pour élargir ce problème, depuis, on va dire, je sais pas, 15 ans, il y a des séries américaines qui sont arrivées en France, qui sont des séries policières assez tristes, angoissantes, avec des scènes macabres, des biopsies, etc. Et typiquement, tout de suite, moi, j'ai perçu l'aspect, la tristesse, l'exposition à la violence dans ces images. Et c'est le même genre de choses. C'est le genre de choses qui nous fascinent, alors que ça nous fait du mal. Et finalement, c'est comme la nourriture, en fait. Ce qu'on regarde, si c'est une mauvaise nourriture, ça nous empoisonne aussi l'esprit. Donc, je voulais juste dire qu'il ne faut pas penser que c'est un problème qui ne concerne que la communauté nationale. Ouais, ça a peut-être à voir avec les films d'horreur. Il paraît qu'il y a une explication psychologique au goût pour les films d'horreur. Apparemment, c'est de la, comment dire, on se rassure en différé, quoi. C'est-à-dire une fois que le film s'arrête, on éprouve une sensation comment on dit, une sensation rassérénante, quoi, du fait que on a échappé à un truc que le cerveau a cru vrai pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et là, du coup, le fait de voir des infos comme ça, il y a un petit côté, c'est un peu dégueulasse parce que on se dit, ouf, c'est pas moi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même. Bon, c'est sordide, hein, mais à mon avis, il y a une petite part de vrai là-dedans. Très bien, malgré ce que vient de dire Daniel, nous avons néanmoins prévu de vous parler de certains sujets d'information. On peut traiter ça aussi sous un angle qui n'est pas négatif, parce que même si un sujet peut comme ça être un peu grave, il est toujours possible d'en parler sans plomber l'ambiance et puis sans forcément s'appesantir dessus. Donc là, avant de donner la parole à Alex, qui va nous parler d'un sujet lié à Joe Biden et sa fabuleuse politique, je voulais mentionner un article, alors tiens, pour le coup, que j'ai vu sur F de souche, moi qui n'y vais jamais, j'aime pas du tout ce site pour plein de raisons. Ça concerne une énième annonce d'intention belliqueuse de la France qui se préparerait carrément, j'ai trouvé ça hallucinant, à une guerre, pas une guerre asymétrique, hein, carrément une vraie guerre, pas une vieille guerre comme avant, contre la Russie, mes amis. Rien que ça. Quand je vois des nouvelles comme ça, tout de suite, je me dis que le coefficient de probabilité de cette information est assez proche du zéro absolu, ou une guerre contre l'Iran. Alors ça, je sais pas, je pourrais pas évaluer le coefficient de probabilité, mais bon, bref, c'est ce que m'avait inspiré un petit peu cette propos de Daniel. Je repensais, je sais pas pourquoi j'ai l'esprit un peu tordu, à cette nouvelle que j'ai vue, et instantanément, je me suis dit, en fait, plutôt que de paniquer, on va évaluer la probabilité que ça arrive. Tiens, elle est à peu près de 0. Allez, on passe à la suite. Alors, à la suite, c'est toi, Alex. Tu vas nous parler des fabuleuses politiques de Joe Biden. Oui, mais juste avant, je voudrais rebondir sur ton sujet. Oui, effectivement, alors apparemment, la Russie, c'est le grand méchant loup maintenant. Alors, c'est marrant, les journalistes qui sont toujours anti-complotistes nous ont fait quand même tout un reportage sur l'empoisonnement présumé de Navalny. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment été empoisonné ou non, Navalny, pardon. Mais voilà, maintenant, il y a des complots russes. Les Russes se préparent à nous envahir. Enfin, ça va être la guerre. Je sais pas, moi j'ai pas du tout cette impression-là. Alors bon, peut-être que je suis un peu naïf. Côté américain, on a Joe Biden, lui qui part dans un autre délire, lui, puisque c'est ce qu'il avait prévu lors de sa campagne. Il va de nouveau réintégrer le PAGC, qui est une sorte de Conseil de sécurité des Nations Unies, pour
alléger les sanctions économiques contre l'Iran et en l'occurrence aussi alléger aussi les sanctions concernant le nucléaire. Alors voilà, Joe Biden arrive aux affaires et il va relancer le nucléaire iranien. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est normalement du nucléaire civil, mais je croyais que justement il était pour une transition écologique, les éoliennes, tout ça, tout le tralala, on arrête les énergies fossiles et tout ce qui suit. Donc c'est encore un des paradoxes de plus. Un autre paradoxe de Joe Biden, et après je laisse la place. Il a aussi il a rétabli les aides à la Palestine de 200 millions de dollars que Trump avait stoppées. Benjamin Netanyahou doit être extrêmement heureux de cette prise de position. Pour l'exercice militaire, en fait, il faut comprendre que c'est tout à fait normal que l'armée française se prépare à la guerre en faisant ce genre d'exercice. Et il est raisonnable de penser que l'Iran soit ciblé ou que la Russie soit pas une ciblée, mais disons soit une hypothèse probable. Ils vont pas choisir l'Allemagne, tu vois. Faut pas du tout s'alarmer de ça. En fait, ça ne signifie rien du tout politiquement. Ça signifie que, disons, il y a un rapport de force, parce que bon, c'est sûr que la Russie, pour des raisons politiques, est en opposition à l'Union européenne, mais ça veut rien dire de plus. Par exemple, dans les états-majors, il faut savoir que les états-majors font des plans d'invasion de l'Allemagne, de la Belgique, de des pays avec lesquels on est allié. C'est tout à fait normal, hein. Je pense pas qu'il y ait une signification à interpréter particulièrement. Pour Joe Biden, pour les centrales nucléaires, bon, moi j'ai pas d'avis à donner. Peut-être qu'effectivement, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose. Le fait de lever les sanctions à l'Iran, la question c'est ils vont la lever, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont obtenir en contrepartie. C'est des questions compliquées en fait. Faudrait savoir en détail. Je pense pas qu'idéologiquement les États-Unis de Biden aient vraiment changé de la ligne de fond, qui est d'interdire l'accès à l'enrichissement du plutonium et à l'arme nucléaire par l'Iran. Et pour la Palestine, je pense que les Israéliens, je me souviens avoir lu que les Israéliens sont probablement plutôt réjouis du fait des aides américaines. Parce qu'en fait, les aides américaines, les aides en général, c'est quelque chose qui peut tranquilliser la population. Une population misérable est beaucoup plus sujette à tomber dans l'islamisme et dans le terrorisme. Alors avant, il faut savoir une chose, les 200 millions étaient toujours attribués à la Palestine. Trump ne les avait pas stoppés, hein, c'est un peu faux cet article. Il les avait donnés directement à Israël, mais c'était Israël qui normalement devait les donner aux Palestiniens. Là, disons qu'il a fait un peu différemment. La seule différence, c'est que ça fait un petit moment qu'on voit bien que les Palestiniens continuent à envoyer des roquettes en permanence. Bon, après, je tiens pas à prendre parti, je suis ni kéfier ni kippa, mais après voilà, je pense que cette ingérence n'est pas spécialement bénéfique et pour personne. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu cette news, apparemment les États-Unis seraient en train de mettre au point des centrales nucléaires qui fonctionneraient à l'uranium, qui permettrait de trouver une utilité à Joe Biden, puisqu'il a des problèmes de fuite apparemment. Voilà, alors je vais vite transitionner vers le sujet. T'es allé la chercher loin. Ouais. Je vais vite changer de sujet. On va très vite changer de sujet. Il est désolé lui-même. Il est désolé lui-même par sa blague. Désolé. C'était la blague affligeante, quoi. Il y a toujours un petit moment faible dans une émission. Et voilà, c'était maintenant. Voilà. Très bien, chers amis, je vous remercie. Attendez, mais il y a un sujet merveilleux qui nous permet de rebondir là, parce que Geoffrey souhaitait nous parler de problème de bombes atomiques en Iran, justement. Oui, mais j'ai prévu d'abord de parler de sujets plus tristes pour éliminer, pour aller à l'inverse de nos propres recommandations. Alors, ouais, je sens que tu vas nous parler d'une œuvre artistique qui va compter dans la décennie, peut-être même dans le siècle, et qui a été pondue par un brillant artiste que je te laisse nous présenter, Geoffrey. Oui, il y a Baudelaire, Léonard de Vinci, et il y a Tariq Ramadan ensuite qui vient de produire un slam. Alors le slam, je sais pas si vous savez, mais c'est un sous-rap en fait. Déjà le rap, c'est de la merde. Alors le slam en fait, c'est déclamer un texte. C'est déclamer un texte avec du rythme, des petites percussions derrière. Alors qu'au moins dans le rap, des fois, il y a un petit musical, un peu mélodique, tu vois, entre deux paroles anti-France, il y a un petit quelque chose. C'est quand il n'y a rien de rien, quoi, le slam, ouais. Bon, le rap, évidemment, 4% exprime la pauvreté de l'âme des créateurs qui ont écrit les paroles.
Alors, je vais vous donner deux extraits choisis de cette grande musique. Vous allez comprendre. Soit vous partagez, soit on se servira. Demain, vos frontières seront le mauvais souvenir de vos mensonges passés. Deuxième extrait. Vous avez peur? Vous allez perdre vos privilèges et votre identité. La mixité serait donc perte et bientôt vous serez sauvagement remplacés. Dormez en paix, amis de l'égalité. Nous ne sommes venus ni pour remplacer, ni pour voler. Alors que la strophe d'avant, c'est soit vous partagez, soit on se servira. Ça s'appelle un vol du con, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, pardonnez-moi d'avoir cité ces paroles laides et cela va à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il faudra qu'un jour on fasse un Fréquence Occident 100% news positive. Le monde, waouh, à chaque news, j'aimerais bien, ça nous changerait. Non, mais tel que tu le présentes, c'est drôle, honnêtement. C'est pas déprimant, je trouve ça marrant. Quand tu slams Geoffrey, j'aime bien. Ouais, je crois que je vais me mettre au slam aussi. Mais c'est tellement ridicule, quoi. Moi, le slam, ça me fait penser à, tu sais, à ces poèmes de mariage. Là, il y a toujours un type qui vient sortir, ou les anniversaires, qui vient sortir un bout de papier. Il dit, j'ai écrit un poème pour toi, Ah ouais? ma chérie, tu es dans mon cœur. Je t'aime Ouais, depuis d'accord. tout à l'heure, même si je déteste ta belle-sœur. Tu vois, des trucs comme ça, je trouve ça, mais Ça, c'est tellement drôle. pitoyable. Non, mais à la limite, c'est un cri du cœur d'un poète maladroit. Il y a une certaine beauté. Mais bon, là, écoutez, je vous apprends rien. Tariq Ramadan, c'est un islamiste, c'est un ennemi de la raison, de la liberté et de la magnifique civilisation qu'est la nôtre, l'Occident. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que Tariq Ramadan, on nous l'a présenté depuis des années comme un musulman réformiste et républicain sur les plateaux TV ou par cet auteur intellectuellement très surestimé qu'on appelle Alain Soral. En fait, ça a toujours été un islamiste dont le rêve est de restaurer l'islam originel en Égypte et en France, évidemment, par l'occasion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une inflexion un peu de son idéologie, parce que, à ma connaissance, il parlait pas de ça, de la colonisation avant. Et en fait, on dirait qu'il combine un peu dans son logiciel l'islamisme et le décolonialisme, qui en fait est une haine, qui est un prétexte pour une haine illimitée contre les Blancs, évidemment. Mais ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il sent bien les tendances de l'époque, du moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, Geoffrey. Il sort juste d'une affaire de viol. Le mec, il a même pas remis sa bite dans son calbut, qu'il est déjà en train d'embrayer sur une nouvelle thématique pour faire oublier le truc d'où il sort. Non, il a violé personne. Il est victime d'un complot. Ah ouais, d'accord. Oui, bon. Ouais, tout à fait. Comme Strauss-Kahn, comme plein d'autres. Ouais. Voilà. Non, mais je veux dire, pour moi, il y a aussi, il donne le change. Le gars, il est en train de passer à autre chose pour essayer de revenir aux affaires. Il y a aussi ça, quoi. Faut quand même dire. Mais c'est clair, je l'ai noté également aussi. Mais parallèlement, il y a aussi quand même. Enfin, je veux dire, c'est un boutiquet intellectuel, quoi. C'est-à-dire que il est un peu grillé dans l'islamisme. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas ce qu'il en est, mais il est un peu grillé dans l'islam, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans qui ont dû comprendre que c'était un escroc. Et est-ce qu'il essaye pas aussi d'aller vers une autre branche intellectuelle connexe? C'est un sadique, je sais pas si vous avez vu. Il a pissé sur une femme, il les frappait. Enfin, on est au-delà en fait, au-delà d'un violeur traditionnel. Je sais pas si on peut faire vraiment confiance à... Bon, je faisais pas déjà confiance à la base, mais c'est quand même le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Ouais. C'est quand même... Voilà, les chiens font pas des chats. Voilà, moi, je lui prêterais pas quelque chose, quoi. Puis évidemment, le niveau d'ingratitude stratosphérique. Le mec, sa famille, elle a été accueillie en asile à Genève, au cœur de l'Europe. Et enfin bon, on est même pas dans la morale, donc on peut même pas en parler avec ces Mais gens-là. tu sais, On est amoral, quoi. c'est marrant, Geoffrey, que tu aies mis ça en avant parce que je me souviens très bien qu'à l'époque de Suavelos, tu avais fait un article où tu parlais de l'immoralité des racailles et de manière générale des halogènes qui commettent des crimes en France. Et on s'aperçoit qu'en fait, Tariq Ramadan, malgré sa culture et le fait qu'il s'exprime mieux que les racailles stupides, a le même niveau d'immoralité. Absolument. Et en fait, ces gens se croient protégés par leur religion. Parce qu'il est musulman, pour lui, c'est un être supérieur. Et donc, en fait, tout ce qui peut le commettre d'immonde n'a pas n'a pas à être analysé, n'a même pas à être relevé. Oui, bon, d'accord, un petit viol par-ci, par-là. Et alors, ça ne change rien à la nature, à la pureté, évidemment, de monsieur Tariq Ramadan. Et bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le sentiment, ce qui rend fou, évidemment, c'est le sentiment d'impunité dont ils pensent jouir et ils ont raison de le penser puisqu'il lui arrivera probablement rien. Il a été mis en examen, mais je pense pas qu'il fera de la prison pour ça. Bon, je crois que c'est un peu compliqué parce qu'en plus il est suisse de papier, mais en faisant en fait, il pose les couilles sur la table en faisant ou plus exactement, il pose les couilles sur notre nez, quoi. Ses couilles sur notre nez en disant, bah regardez, je peux le faire,
il va rien m'arriver, il y a aucun Français qui va me taper pour ça, je vais pas aller en tôle et je vous emmerde et je vous méprise et je vous hais et vous avez même pas le droit de le dire et le faire remarquer sinon vous allez en tôle. Voilà où on en est. Il est juste un peu en avance, c'est tout, quoi. L'aspect positif, c'est que le diable montre son visage, quoi. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de fois qu'il montre son visage, mais c'est positif que les gens parlent ouvertement de cette façon. Je vois ce que tu veux dire. Historiquement, c'était nécessaire. C'est-à-dire vraiment, il y a 15 ans, Tariq Ramadan n'aurait jamais dit ça. Et ils se sentent à l'aise. En fait, ils sont à la maison. Ils sont en tongs et en djellaba. En babouche. Et maintenant, en fait, ils disent tout simplement ce qu'ils pensent. Ce que tu as dit, c'est très vrai sur, j'y avais pas pensé, mais sur Finalement, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre Nick Conrad et Tariq Ramadan. Nick Conrad, il a pas son bac, il a un QI de 70, mais en fait, il dit quasiment la même chose d'une façon plus brutale. C'est ça qui est impressionnant, c'est que finalement ces gens, ils font des hautes études. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, Tariq Ramadan. Je crois qu'il est un peu universitaire sur les bords. Ils font des études, ils parlent avec une certaine diction, et finalement, intellectuellement, ils sont au même niveau de pauvreté et de violence. Ça en dit long, je trouve. Mais vous avez vu aussi le responsable de la LDNA qui est invité sur tous les plateaux et pareil, qui donne son avis, qui se positionne en victime. Ce type a été tout simplement condamné à 7 ans de prison. Je crois qu'il a fait vraiment 7 ans de prison ferme pour viol sur personne faible, puisque c'était un ambulancier. Il avait sa propre société d'ambulance et il a emmené donc des jeunes personnes déficients mentales ou gravement handicapées et il en a violé une dans son ambulance, je crois. Il a pris 7 ans de prison. Ce type-là est accueilli sur les plateaux de télé. Chez Hanouna, je l'ai vu récemment. Enfin, j'ai vu une vidéo où il était chez Hanouna. Qui, pareil aussi, j'ai pas voulu la voir jusqu'au bout parce que c'était vraiment trop dur. Et quand on voit qu'il y a des gens comme Hervé Ryssen qui vont en prison pour avoir écrit un livre, et que pas mal de gens de chez nous ne sont pas invités sur les plateaux même de TV Liberté, je trouve qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures. Et je vous le dis encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que Tariq Ramadan est juste en avance sur son temps. Il est un petit peu en avance, mais il est en avance d'une dizaine d'années, je pense. Je propose de vite passer à une news suivante pour un peu éliminer ces mauvaises news là. Allez, balancer cette merde là. Bah oui, parce que moi, je vous trouve dur. Il faut mieux accueillir nos hôtes. C'est pour ça qu'ils se comportent mal. Par exemple, vous prenez aux États-Unis la communauté afro-américaine. Moi, je pense qu'on ne leur reverse pas assez d'argent. D'ailleurs, je crois qu'ils viennent d'avoir une idée pour les aider en ce sens, Geoffrey. Et oui, merci de cette transition magnifiquement faite. Effectivement, au début de l'année 2021, donc, le mouvement Black Panthers est entré dans un salon de beauté tenu par des Asiatiques. Ils ont proféré des menaces à l'encontre de l'un de ses employés qu'ils soupçonnent d'avoir insulté une personne noire et de ne pas avoir soutenu activement le mouvement Black Lives Matter. Cette vidéo diffusée par le mouvement Black Panthers a été massivement relayée, patati patata. Mais c'est Black Panthers, carrément. C'est Black Panthers. Black Panthers, ah ouais. Bon, ils se recréent, ils sont dissous, ils se recréent, peu importe. Mais enfin, tout ça, c'est la même chose. Et en fait, dans le gros bébé, on devrait les appeler Black Panthers, vas-y. Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc le message qu'ils ont dit, c'est les premiers Black Panthers, c'est la plus grande panthère de la jungle, King Rick. Nous sommes fiers d'annoncer la fermeture définitive de Jad Nail sur Brady Street. Grâce aux efforts de l'OBP et de la communauté, il n'existe plus. Ils ont manqué de respect à nos reines et ils ont prié le plus fort. Hors des affaires. Le pouvoir des panthères noires est à nouveau en pleine action. Voilà, ça c'est le contenu politique de ces génies. Et alors, l'aspect intéressant, c'est que il a écrit en dessous, chaque entreprise asiatique, de l'entreprise au niveau familial, doit donner aux organisations noires 15% de leurs revenus. Il n'existerait pas sans la technologie et l'ingéniosité des noirs qu'ils ont volés. La justice arrive, bande de voleurs culturels. Les Asiatiques volent la culture de l'Afrique, c'est extraordinaire. Bon. Et bon, évidemment, les Black Panthers, c'est les plus cinglés. Mais en fait, ces gens-là, c'est juste l'avant-garde, si vous voulez. Mais en fait, ce que je veux dire dans ce message, c'est que la haine anti-blanche, évidemment, va se déporter après sur les Asiatiques, voire sur les Latinos. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste ces gens-là ont une frustration, un désir de violence et ils sont frustrés d'être en bas de la société. Une haine de bas QI, c'est une haine de bas QI. Exactement, c'est une haine de bas QI, une jalousie aussi pour les QI plus élevés. Donc forcément, ils vont taper sur tout le monde, ils vont taper sur les Asiatiques après. Voilà, Mais en fait, il y avait Lapin Taquin avait analysé ça, je crois. Il avait fait une super vidéo qui disait qu'en gros, il y avait la gauche se compartimentait en
3 ou 4 secteurs avec l'avant-garde qui est le laboratoire en fait. Alors c'était le truc dont il parlait en dernier. Le laboratoire, c'était en France les indigènes de la République, et là où ils échafaudent les idées les plus violemment anti-blanches. Et puis ensuite, il y a un deuxième compartiment, c'est un peu comme quand on filtre l'eau, quoi. Il y a un deuxième compartiment dans lequel on amenait ces idées pour les rendre, comment dire, digestes pour la gauche qu'on appelle la gauche du pouvoir, quoi, enfin la gauche gouvernementale, voilà. Et en fait, ça se passe en plusieurs étapes. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce type de mouvement, ce sont les mecs les plus fous et les plus les plus déraisonnables, quoi, les plus starbés, qui constituent l'équivalent de la recherche. C'est-à-dire, c'est eux qui font de la recherche conceptuelle. Et après, ils balancent ça sur le marché des idées. Jadis, c'était des types comme Foucault qui faisaient de la recherche conceptuelle et puis qui ensuite balançaient ça sur le marché des idées. Enfin, ils le faisaient pas eux-mêmes. Des gens le reprenaient pour eux. Quand on regarde comment ça s'est passé avec la philosophie postmoderne et tout ça, aujourd'hui, ce sont des enragés finis qui produisent les concepts avec une capacité conceptuelle qui est nulle, mais ensuite ces concepts vont être récupérés et repris par la gauche qui, sous l'effet de la peur, se met à obéir et essaye de recycler ça, quoi. C'est vraiment ce mécanisme-là qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Je trouve ça assez... la réalité, on prend un coup, là. Puis il y a même pour moi, il y a une espèce de, bon, je sais pas ce qu'il en est réellement, je pense pas que les éthiques vont donner 15% de leurs revenus, bien entendu, mais en fait, ils essayent de se constituer en mafia, en fait. En fait, c'est un peu une taxe de protection raciale. Vous savez, vous connaissez la taxe de protection, c'est un truc de mafieux, notamment de Siciliens, Ouais. où les commerçants doivent payer une taxe régulièrement pour soi-disant être protégés. En fait, c'est juste du racket. Et on voit bien cette transformation. Finalement, ils contrôlent un territoire. Black Lives Matter, vous savez, il y a des quartiers, des fois, alors, je connais pas très bien, mais enfin, je sais qu'il y a des quartiers qui sont comme ça, Black Lives Matter. Et en fait, ils se transforment sous le poids démographique et sous l'impunité dont ils jouissent. Parce qu'en plus, imaginons que quelqu'un conteste ça en disant, mais attendez, vous êtes en train de racketter là. Bah, ça peut créer un autre mouvement en disant, mais attendez, on ne fait qu'exprimer la justice sociale, etc. Tu vois, c'est vraiment une situation difficile à gérer pour l'État gauchiste. Oui, c'est vrai. En fait, il le présente comme, comment dire, comme s'il y avait une sorte de karma historique, c'est-à-dire des gens qui ne leur ont rien fait doivent payer pour des gens qui n'ont rien subi. Et bien sûr, évidemment, si jamais nous, on se mêle d'aller regarder dans leur histoire les fautes qu'ils ont commis, là, soudain, ça devient notre histoire faite de mensonges, et soudain, ça ne leur convient plus. Alors même que, pour avoir conscience d'une quelconque, comment dire, d'un quelconque passé fautif de notre part, ils ont eu besoin de notre science historique. C'est par notre histoire à nous qu'ils peuvent accéder à des registres, à une mémoire longue, et certainement pas grâce à leurs propres historiens, parce que leurs historiens, c'est nous qui les avons formés. Donc c'est quand même assez fabuleux cette mécanique. Après la bombe démographique, Geoffrey va nous parler de la bombe atomique. Voilà, évidemment, c'est Alex qui m'a soufflé cette transition, on ne peut pas être génial tout le temps. Alors, il s'agit d'une petite parenthèse historique pour s'éloigner un peu de l'actualité et prendre un peu de hauteur, de recul. Je vais vous parler un peu de l'invention de la bombe atomique et de son histoire rapidement, et après on parlera de la bombe atomique iranienne potentielle. Si je suis ennuyeux, vous me le dites directement, vous interrompez tout de suite mon récit. Moi, je t'ai jamais vu aussi passionnant, Geoffrey. Le 16 juillet 1945, les physiciens américains testent avec succès la première bombe atomique Trinity au Nouveau-Mexique. Un mois plus tard, le 6 et 9 août, Hiroshima et Nagasaki sont détruites par 2 bombes qui font 250 000 morts. L'humanité entre dans l'ère atomique et prend conscience qu'elle a le pouvoir de s'autodétruire. 29 août 1949, première bombe atomique soviétique, créée à l'issue d'un intense travail d'espionnage sur les États-Unis. Le danger d'une guerre nucléaire arrive. Il faut savoir d'ailleurs que lorsque les États-Unis possédaient le monopole de la bombe atomique, plusieurs stratèges américains exhortaient les présidents Truman à user du feu atomique contre l'URSS avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils n'aient eux-mêmes la bombe, je veux dire. Par exemple, le mathématicien et ingénieur Johnny von Neumann a dit en 1950 « Si vous dites « Pourquoi ne pas bombarder demain l'URSS ?» je réponds « Pourquoi pas aujourd'hui ?» Si vous dites « Demain à 11h », je dis « Pourquoi pas à 11h, à 1h ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que John von Neumann avait compris ce qu'on appelle la doctrine de la destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire que les deux puissances auraient des armes nucléaires et se menaceraient, mais sans que l'arme nucléaire ne soit utilisée, ce qu'on appelle, évidemment c'est le principe de la guerre froide.
Mais il pensait que un incident arriverait et on aurait une guerre nucléaire malgré les précautions prises. Et aujourd'hui, on peut rire en fait de cette position en disant finalement, heureusement que on n'a pas bombardé l'URSS. Mais si on avait une guerre nucléaire en 1962, par exemple, lors de la guerre du Cuba, on se serait dit, mais putain, il aurait eu raison, on aurait dû atomiser l'URSS avant que les problèmes arrivent. Ça va? Est-ce que ça vous intéresse toujours jusqu'à là? Oui. Bah, moi, je trouve ça Bon, très bien. intéressant, effectivement. Continue ton développement, parce que j'ai des choses à dire en plus. Très bien. On a eu également d'ailleurs le blocus de Berlin en 1949, un peu avant, en 1962, où on est passé à côté d'une guerre nucléaire aussi, parce que c'était une forme d'acte de guerre, en fait, contre l'accord de Yalta qui séparait Berlin en deux. Maintenant, j'aimerais donner une idée à nos auditeurs de la puissance des armes nucléaires actuelles. La bombe d'Hiroshima fit une explosion d'une puissance de 15 kilotonnes. Le missile américain intercontinental Titan utilisé pendant la guerre froide fait 9 millions de kilotonnes, soit 450 fois plus que la bombe d'Hiroshima. Les États-Unis ont construit 63 missiles de cette puissance pendant la guerre froide. Et bien sûr, les Soviétiques firent pareil. Donc, depuis l'effondrement de l'URSS, on observe fort heureusement une réduction de l'arsenal nucléaire. Les États-Unis ont produit en tout, depuis 1945, 70 000 ogives nucléaires, mais aujourd'hui, ils n'en ont plus que 4 000. Vous voyez? Donc c'est quand même réjouissant, entre guillemets. On a quand même cette folie de course à l'armement entre l'URSS et les États-Unis a nettement diminué. Bon, voilà, c'était ma petite parenthèse historique. Oui, tu veux dire quelque chose? J'aime bien Ouais, tout à fait, ouais. Je vais te dire quelque chose, en effet. Moi, j'avais entendu un scientifique dont j'ai totalement oublié le nom, donc comme ça sera impossible de vérifier, qui disait que si on faisait péter la totalité du stock d'armes nucléaires sur Terre, eh bien, l'océan Pacifique se mettrait à bouillir. Intéressant, non? Ça me paraît des conneries, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est moi qui le dis. Si c'est toi qui l'avais dit, t'aurais trouvé ça vachement pertinent. T'as même pas le nom du scientifique, c'est peut-être le professeur Raoult qui l'a dit. Il s'appelle Bernard, et je peux pas t'en dire plus parce que voilà, c'est super craignos, ok, d'accord? Non, mais bon, voilà, c'est quand même sympa de balancer ça dans une conversation, essayer de le placer quelque part dans un dîner, vous dites ça, vous verrez. Ce qui est impressionnant, c'est quand on regarde, et là je continue en ignorant totalement et superbement ce que tu viens de dire, mais ce qui est impressionnant, c'est quand on réalise, regardez la précision d'une arme nucléaire. Là, on est à des précisions aujourd'hui de 200 mètres. C'est-à-dire qu'on envoie un missile à 8000 km. Je trouve ça fou. Et on a une précision de 200 mètres. J'hallucine, quoi. La vitesse, vitesse en fin de parcours, 8 km secondes. Aïe, aïe. En 100 secondes, on fait 800 km. Incroyable. Voilà, permettez-moi de m'extasier devant le génie morbide de l'humanité occidentale et asiatique. Bon, voilà. Et ouais, mais en fait, comment dire, l'art militaire, c'est vraiment le point culminant de la rationalité humaine. C'est là où on a fait les découvertes scientifiques les plus incroyables. Et c'est là où la rationalité humaine est surstimulée, quoi. Il n'y a aucun autre domaine, à part peut-être, c'est pas, les maths. Non, mais c'est pas vrai. Il y a l'industrie, en fait, c'est la même logique de rationalité qui s'applique. Non, mais si, va dans mon sens, Geoffrey, dis que j'ai raison, quand même. Oui, mais non, écoute, je veux dire, on est dans le même bord, mais... Le mec est toujours contre, c'est the opposite, c'est quoi. Par nature. N'importe qui dirait, putain, mais ouais, c'est vrai, t'as trop raison. Putain, c'est vrai. Non, en fait, je change ce que je dis. T'as totalement raison. L'art, c'est magnifique. Rien n'est plus précis qu'une bombe atomique. Les usines, tout ça, c'est le bordel à côté, alors qu'une bombe atomique, c'est génial. Ok. Non, mais c'est parce qu'en fait, Geoffrey, il écoute vraiment ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il contredit. Et souvent, quand quelqu'un te dit non, t'as trop raison, t'as trop raison, c'est qu'en fait, il t'écoute pas. C'est ça. Moi, je suis plutôt de l'avis de Tim. Il y a une avance dans le domaine militaire. Au niveau des technologies, qu'après nous pouvons bénéficier de ces technologies des décennies après, c'est absolument logique, mais il faut quand même le noter. Non, oui, c'est vrai que la guerre. Voilà, quand même. T'as vu Geoffrey? T'as vu Voilà. Non, mais il a raison. Il va dire le contraire. Il va le dire le contraire. Allez. Il a raison d'une certaine manière et il a tort totalement d'une autre manière. En fait, le crétin, quoi. Non, mais la guerre froide a stimulé évidemment le secteur nucléaire, le secteur de l'armement. Donc c'est sûr qu'on était plus en pointe là-dedans. Mais par exemple, aujourd'hui, on arrive à envoyer des fusées via SpaceX de façon moins chère et plus précise. Et le secteur de l'armement n'étant plus là pour stimuler ça, c'est le secteur civil qui a repris le relais. Vous voyez, c'est un petit exemple. Est-ce qu'on peut passer à l'Iran maintenant ?
Eh bien, écoute, Geoffrey, j'allais te demander de nous parler de l'Iran. Tellement envie qu'on parle de l'Iran. Ouais, voilà. Ouais. Parce C'est qu'en un fait, pays qui me si tu fascine. veux, ouais, mais je vais t'expliquer. La Il y a quand même un truc. culture, la religion, Voilà, j'adore voilà. tout ça, le Exactement schisme, ça. tout ça. Mais si tu veux paraître, si tu veux paraître intelligent à l'extrême droite, parle de l'Iran, mec. Parle de l'Iran, genre en faisant des comparatifs avec et tu parles de la dégénérescence et t'es bon. Et là, les gens t'écoutent. Et en plus, ils sont d'accord. Mais je crois que je vais intégrer le centre Zara. Vous savez, c'est ceux qui avaient financé la liste antisioniste, qui était très intéressant. Ça intéressait beaucoup Soral à l'époque, le schisme. Je sais pas du tout pourquoi, mais je crois que je vais les contacter. Vincent Lapierre avait fait un reportage là-bas, même, à l'époque où il travaillait pour Égalité et Réconciliation, avant de se fâcher avec son mentor. Il avait fait un reportage chez Zara. D'accord. Et ça paraissait tellement intelligent. Les mecs étaient là, ouais, on a compris, les gars. On a compris les trucs, on va vous expliquer. Il y avait un côté rock'n'roll et fou dans cette histoire de liste antisioniste quand même. C'était quand même tellement n'importe quoi que c'était c'était quelque chose, ça avait de la gueule. Bon, pour revenir à l'Iran. Derrière chaque divorce, il y a un sioniste. Moi, je me refuse à croire qu'il l'a vraiment pensé au premier degré. Je persiste à croire que c'était une métaphore troisième degré. Voilà. Alors, pour revenir à l'Iran, chacun sait que l'Iran cherche à se doter de l'arme atomique. C'est compréhensible. C'est un État potentiellement menacé. De toute façon, tous les États-nations cherchent à obtenir l'arme atomique. La Corée du Nord, l'Inde a la bombe atomique, le Pakistan, évidemment, a suivi, je ne sais plus qui d'ailleurs lui a donné la bombe atomique, donc la Corée du Nord, même si la Corée du Nord n'a pas de vecteur, c'est-à-dire de missiles pour envoyer à longue portée, mais elle a quand même l'arme atomique. Donc beaucoup de tiers-mondistes, d'antisionistes, on va dire, sont pour que l'Iran dispose de l'arme atomique, ou même des gens, on va dire, sans point de vue politique, pensent que ça paraît normal, d'autant plus que c'est vrai que Israël a la bombe atomique, et Israël l'a obtenue de façon illégale, enfin a créé la bombe atomique hors des traités de prolifération. Donc quelque part, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est une injustice que l'Iran, 80 millions d'habitants, n'ait pas l'arme atomique. Bon. Le problème, c'est que évidemment, d'abord, qui a envie qu'une théocratie islamique dispose d'armes atomiques? Si vous avez envie, levez la main, mais je pense que Alain Soral. Alain Soral aimerait beaucoup ça pour pulvériser Israël. Évidemment, c'est son rêve secret, hein, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si l'Iran a l'arme atomique, les autres États du coin vont l'avoir, en premier lieu l'Arabie Saoudite. Ils vont dire, mais dis donc, si eux ont l'arme atomique, vous les avez laissés, et les menaces, tout ça, vous ne les avez pas appliquées, ben, nous voulons aussi l'arme atomique. Donc d'autres pays vont la vouloir. Pourquoi pas la Turquie, pourquoi pas l'Égypte? Évidemment, ça nous emmène dans un danger de prolifération. En fait, il faut avoir une position claire. C'est un peu de la géopolitique, je fais un peu mon Pierre-Yves Rougeron. Permettez-moi de temps en temps de faire un petit peu d'élucubration comme ça. Mais donc, la position, elle est simple, c'est que soit on laisse l'Iran obtenir l'arme atomique, et donc autoriser à la prolifération, soit on empêche l'Iran de l'avoir pour empêcher la prolifération, ce qui veut dire qu'en fait, on bombarde l'Iran, carrément, on lui fait la guerre. Et en fait, là, c'est un sujet que je porte à votre intellect, à votre curiosité, c'est qu'il n'y a pas de position intermédiaire, il faut bien comprendre ça. Encore une fois, soit on laisse l'Iran l'obtenir, et d'autres pays l'auront, il faudra accepter un Moyen-Orient nucléarisé, bonjour, soit il faut assumer moralement le fait de faire la guerre à l'Iran, parce qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas se contenter de bombarder l'Iran. En fait, l'Iran, c'est un grand pays, ils ont des sites enfouis un peu partout, le bombardement strict ne fonctionnera pas, pour des raisons logistiques. Israël a envisagé, c'est très compliqué, c'est infaisable, à moins d'avoir peut-être un très lourd bombardement. Donc, il est probable qu'on se dirige vers une guerre avec l'Iran si l'Iran persiste dans sa volonté de guerre de bombe atomique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je veux bien répondre rapidement. C'est une question qui est intéressante en termes de géopolitique. Je dirais que le problème, c'est qu'on n'est pas en accord avec les gouvernements de nos pays. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement français est un ennemi du peuple autochtone français. Le gouvernement britannique est un ennemi du peuple autochtone britannique. Et maintenant, la gouvernance Biden, c'est pareil aux États-Unis. Quel est le problème? Le problème, c'est que si on fait la guerre à un pays quand même important comme l'Iran, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, derrière, on n'a pas la maîtrise de nos frontières. N'importe quel Iranien peut venir parce que je ne crois pas une seule seconde que l'Iran puisse nous blesser à distance. En revanche, je pense qu'un Iran détruit pourrait se venger dans des actions terroristes, des attentats, par l'immigration. Et comme vous le savez, la France est une passoire. C'est ça qui fait que j'ai une position qui est un peu hall de dissidence. C'est-à-dire que je ne suis pas pour l'interventionnisme
au Moyen-Orient, compte tenu du fait que nous n'avons pas la maîtrise. En fait, en gros, nos gouvernements ne sont pas patriotes. Sans même parler de racisme ou d'identité, ils ne sont pas patriotes, ils ne vont pas dans les intérêts de la France sur 50, 100 ou 200 ans, les intérêts historiques. Si tel n'était pas le cas, moi je vais peut-être choquer un certain nombre de gens ici, mais moi je suis occidentaliste et je pense que l'Occident, pour rester tout en haut, doit empêcher les autres de le rejoindre. Et s'il faut pour cela mener des guerres injustes, sur le papier, moi je suis plutôt d'accord pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique, ainsi que tous les pays musulmans, parce que l'islam est une religion folle, et c'est un risque énorme, pas seulement pour l'Occident ou pour la France, mais pour l'humanité. Alors bien sûr, les gens vont dire, alors Israël, ils ont le droit et pas l'Iran. Bah oui, écoutez, je pense que la probabilité qu'Israël lance une bombe atomique sur la France est de 0. La probabilité que l'Iran lance une bombe atomique sur la France n'est pas de 0. Voilà, c'est tout ce que je pense. Donc politiquement, je suis occidentaliste de ce point de vue-là, quoi. Ma réponse est un petit peu... Il y a à boire et à manger là-dedans, mais après faites votre salade. Non, je suis d'accord avec ton raisonnement. Et vous autres? Non, mais c'est ce qui s'appelle être machiavélien, tout simplement. En politique, le machiavélisme, c'est devenu un terme péjoratif, mais pour les gens qui connaissent ce que disait Machiavel, c'est la réelle politique, en fait. Bah oui, évidemment, quoi. La politique est faite de ce genre de constats et de conclusions qui ne sont ni immorales, mais qui sont tout simplement pratico-pragmatiques. Donc pour moi, c'est une sorte d'évidence, évidemment. Quand on calcule le degré de dangerosité d'un ennemi, que cette dangerosité est avérée, les conclusions se tirent d'elles-mêmes. Je crois que c'est Kant qui disait, quand on a l'impression d'avoir le choix entre deux solutions, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Moi, je crois qu'il n'y a toujours qu'une seule solution, une seule vraie bonne solution, en tout cas. Une vraie bonne décision, même. Chers amis, est-ce qu'on a fait le tour de cette question? Oui, moi j'ai terminé. Bon, écoutez, très bien, c'est le moment de lancer mon merveilleux sujet, parce que, figurez-vous que les gens me demandent, Timothée, comment fais-tu pour être aussi brillant à l'oral et avoir si souvent raison? Les gens me le demandent, ils sont très nombreux, contactent par mail, et me posent ce genre de questions. Et ce qui m'amène à faire le sujet numéro 2 du jour, le pouvoir des mots et l'art de convaincre. Alors c'est pas facile de faire une transition, parce que on peut difficilement imaginer un sujet qui aurait plus rien à voir avec ce que je vais évoquer, mais tant pis, il faut bien passer à la suite. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Alors écoutez, je vais essayer d'être bref, parce que je suis comment on pourrait dire, un admirateur de ce qu'on appelle la phrase laconique, c'est-à-dire la phrase très courte, mais qui porte beaucoup de sens. Je crois que dans notre milieu, et au-delà de ça, dans notre vie, nous avons besoin d'être des esprits convaincants, d'être des personnes convaincantes, parce que l'éloquence, pour moi, c'est l'art de maîtriser les pensées des autres. Je trouve ça très important, quand on a une cause comme la nôtre, d'être en mesure de persuader les gens et de ne pas simplement bavarder avec les gens. Toute personne qui a fait l'expérience du pouvoir de l'éloquence et du pouvoir des mots, qui a découvert qu'il avait le pouvoir de convaincre et de persuader les autres, généralement a enregistré cette expérience comme une expérience marquante. Alors, ce que je veux dire, je vais essayer de le résumer en 7 règles pour synthétiser les conseils ou les choses qui me semblent importantes pour maîtriser, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas s'aventurer sur cette voie qui est l'art de persuader son interlocuteur, ses interlocuteurs. Vous pouvez aussi bien parler à une foule, et ça marchera aussi. Alors, élever sa pensée, clarifier son expression, anoblir sa position, aiguiser son propos, tout ça, ça s'acquiert. Et j'ai essayé de faire une liste brève que je vais vous donner tout de suite. La première chose qui me semble extrêmement importante quand on veut persuader, c'est de s'assurer que l'on a une idée. Beaucoup de gens, si vous êtes observateur, vous verrez que beaucoup de gens parlent sans avoir aucun fond. Et plus précisément, sans avoir aucune idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens n'ont jamais suffisamment réfléchi, surtout ils n'ont pas suffisamment observé le monde, ils ne s'en sont pas assez tus, et ils n'ont pas assez le goût de la clarté et de la simplicité.
lorsque vous avez pris le temps d'observer le monde et de réfléchir à quelque chose, quand ce sera votre heure, eh bien, vous aurez une idée qui sera la vôtre et que vous aurez à exprimer auprès des autres. Pour moi, la première des conditions pour pouvoir persuader son auditoire, c'est d'avoir une idée claire et simple que l'on comprend soi-même. La deuxième chose, c'est d'être capable, la deuxième règle, c'est d'être capable d'aller au cœur du sujet, de ne pas tourner autour du pot. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui résumait tout notre combat à une seule question. Il disait, voilà, quand vous êtes face à quelqu'un qui veut contester votre propos ou tout ce qui nous motive pour ce qu'on appelle nos idées, posez-lui la question suivante. Est-ce que les Européens natifs ont le droit, oui ou non, de rester majoritaires dans au moins un seul pays et d'y être décisionnaires? Ont-ils ce droit moralement? Eh ben, je trouve que cette question-là, elle exemplifie à la fois le fait d'avoir une idée, bien sûr, mais le fait d'aller directement au cœur du sujet. Lorsque vous ne tournez pas autour du pot, que vous allez directement vers ce qui fait tout le nœud gordien de la conversation, la plupart des gens sont obligés de se taire parce qu'ils se sentent saisis au cœur. Ils ont l'impression que vous leur avez planté une flèche en plein dans le cœur du sujet. Et je trouve que ça, c'est la grande règle pour fissurer les certitudes des autres et créer du virage d'opinion. Allez directement au cœur du sujet. Par exemple, vous dites aux gens, si vous êtes aussi maternant envers les extra-européens, c'est en réalité parce que vous avez peur d'eux. C'est pour ça que vous vous mettez à leur service. Quand vous allez vers cet argument, en général, vous faites mouche. La troisième chose, sur les 7 règles, c'est assumer d'être seul dans vos idées. Et à partir de cette solitude, faire remarquer aux autres que eux désirent en réalité être capables de faire la même chose. En général, quand vous avez une idée et que vous devez convaincre les autres, vous êtes souvent seul, parce que les gens sont un peu moutonniers, sont souvent des moutons de panurge, et ils aiment bien se serrer les uns contre les autres sur le plan idéologique. Si vous voulez convaincre, il vous faut assumer une solitude. C'est un petit peu ce que les gens qui ont du charisme savent assumer. C'est-à-dire, ils savent être seuls dans leur position et patienter jusqu'au jour où ils pourront convaincre les autres, eh bien, qu'ils ont en tout cas peut-être pas forcément raison tout court, mais en tout cas de bonnes raisons. Donc, assumer d'être seul, la troisième grande règle. Et puis, la quatrième que je vous recommande, c'est de savoir utiliser vos émotions. Utiliser une large palette émotionnelle plutôt que de se laisser utiliser par vos émotions. Ça, c'est notamment le rôle de la colère. Quand vous devez convaincre quelqu'un, ou notamment une assemblée, c'est un truc que les orateurs utilisent parfois, c'est qu'ils vont jouer la colère. Alors, jamais une colère contre quelqu'un, mais plutôt une colère contre une injustice ou une situation qu'ils auront su décrire habilement pour que les gens entrent en empathie avec vous. Vous avez une partie qui est la solitude, il faut assumer d'être seul face aux autres, mais ensuite il faut créer un lien avec les autres. Et la colère, qui est très souvent l'émotion du roi des dieux, dans tous les panthéons, le roi des dieux, c'est celui qui manie l'éclair de la colère. Eh bien, cette émotion-là, en particulier, est capable de créer une empathie à condition que vous ne soyez pas en colère contre quelqu'un, mais plutôt contre quelque chose qui révolte les autres. Ensuite, la 5e règle, je trouve que c'est la capacité de faire comprendre que vous avez été, vous aussi, un élève, en quelque sorte. Vous n'avez pas toujours été celui qui explique aux autres, mais faire savoir que vous avez eu un parcours et que vous avez été, jadis, comme ceux qui vous écoutent, que vous avez appris, que vous avez fait un parcours, que vous avez eu des erreurs avant de prendre la parole. Faire comprendre aux autres que vous ne parlez pas depuis votre petit point de vue et que vous n'êtes pas en quelque sorte à égalité avec les autres. Oui, c'est important ça. Voilà. Cet aspect humain. Exactement. Que vous prenez la parole suite à une histoire, c'est-à-dire que vous avez un vécu qui vous amène à légitimer votre prise de parole. La 6e grande règle, c'est de savoir ensuite redistribuer la parole, donner la parole aux autres, leur donner de l'importance aussi, et puis questionner leurs aspirations. Vous pouvez aussi chercher à repérer les gens intelligents dans l'assistance, mettre en valeur leur intelligence, dire à quelqu'un, mais au fond, je sais très bien que toi-même,
tu as compris ces choses-là, ou du moins en partie. Quand vous allez dans ce sens-là, les gens, parce que les gens vous écoutent pendant quelques minutes, et puis après, vous avez besoin de mettre des respirations dans un discours. Si vous donnez de l'importance aux gens dans un discours, vous verrez que vous apporterez cette respiration, et en plus, vous les remotiverez pour continuer de vous écouter. Et la dernière règle, c'est un peu bateau, mais c'est d'avoir foi dans votre rôle. Ça peut paraître bête, mais en réalité c'est crucial et c'est ce qui va lier toutes les autres règles, c'est d'avoir foi dans le fait que ce que vous apportez aux autres est utile et même nécessaire. Parce que si vraiment l'art oratoire consiste à maîtriser les pensées des autres, c'est-à-dire un peu à servir de modèle aux autres, eh bien il faut être convaincu que vous ne le faites pas en vain et qu'il y a une utilité profonde derrière tout ça. Voilà pourquoi je voulais vous parler un petit peu de ce sujet qui fait un petit peu comme ça sorti de nulle part, mais qui me paraît vraiment important parce que dans notre communauté, on vous dit beaucoup, il faut avoir des enfants, il faut fonder des familles, etc. Eh bien moi je vous dis, quand vous avez des enfants, donnez-leur le goût de l'éloquence et de l'art de persuader, vous leur donnerez un trésor. Je vais vous donner un exemple de ce que la culture européenne a donné comme importance à l'art de l'éloquence, à l'art de la parole, et c'est ce qu'on a appelé le laconisme, province de Laconie en Grèce, qui a donné le fait de s'exprimer de façon laconique. C'est une manière de s'exprimer, d'exprimer une idée en quelques mots seulement, qui s'accorde un peu avec C'est Sparte, hein. Je sais pas si voilà, tu sais, mais c'est qui Sparte. s'accorde avec la réputation d'austérité des Spartiates, en effet. Alors, je vais vous citer Plutarque pour conclure mon propos, qui est un peu long désormais, là. Écoutez bien. On apprenait aux enfants à mêler, dans leurs propos, le piquant et la grâce, à enfermer beaucoup de sens en peu de mots. Lycurgue avait donné à la monnaie de fer peu de valeur et un grand poids. Eh bien, avec la monnaie de la langue, il fit l'inverse. Il la contraignit à rendre un sens riche, avec des mots simples et peu nombreux. L'usage abondant du silence devait donner aux enfants concision et circonspection dans leurs réponses. Je trouve que c'est une très belle phrase et qui donne à comprendre, l'importance de l'éloquence et de l'art de persuader. C'est intéressant. Après, c'est un sujet vaste et compliqué. Moi, je pense que d'abord, il y a une expression que tu as employée, c'est l'art oratoire. Une expression intéressante, c'est un peu comme finalement l'art culinaire ou c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a quand même une technique, une expérience et aussi une intelligence et un talent naturel. Peut-être, moi, je suis un mauvais cuisinier parce que ça m'intéresse pas et je pense que j'aurais pas forcément le talent naturel, par exemple. Donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en fait, l'éloquence, c'est quand même réservé à une minorité de gens déjà. Jean-Marie Le Pen, il y en a très peu. Ouais. Hein, donc, après, c'est vrai que dans la façon dont tu as décrit l'éloquence à la Spartiate, on a l'impression qu'en fait, il cultive finalement le fait de parler directement, le plus simplement possible. Et j'aime bien j'aime cet état d'esprit également. Jouer sur les silences, c'est sûr que c'est assez viril et c'est assez ça a une certaine classe, mais ça ne peut pas associer à toutes les situations. Tu peux pas être, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu peux pas être n'importe quoi, mais c'est un peu particulier, mais tu peux pas tenir et tu peux pas faire un live en étant éloquent, en étant sparse, en étant laconique, tu vois. Euh, Tu peux être un interlocuteur laconique, mais tu pourras pas tenir ton live. Mais tu n'as pas dit ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'adapte à certains contextes, ça s'adapte à la psychologie des Spartiates, qui est une nation militaire. Après, je trouvais ça intéressant, à un moment donné, il y a un point, je sais plus lequel, le cinquième, quatrième, où en gros, c'est l'idée que faut être passionné, il faut croire à ce qu'on dit pour être éloquent. Ça, c'est une idée assez simple à comprendre. Hein, c'est ça le point que tu as cité, non? Ouais, le 7e point, c'était d'être convaincu que ce que l'on a à dire Ouais, c'est ça. Ouais. est utile et nécessaire, et puis de croire que c'est par notre parole qu'on va pouvoir inspirer des gens, ouais, en effet. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais ça se recoupe. Bah, c'est vraiment c'est basique, hein, mais fondamentalement, c'est moi si je devais donner mes petits conseils à moi, c'est je l'ai déjà dit la dernière fois, mais soyez honnête et c'est tellement banal ce que je dis. Je devrais arrêter de parler, je l'ai déjà dit la dernière fois. Soyez honnête et soyez honnête.
Voilà, j'ai dit des choses intéressantes. Ça, tu vois, ça s'appelle l'éloquence. Dis 2 fois la même chose, t'attends inutilement entre les deux, ça s'appelle être un Spartiate. T'es mon spartiate préféré, Geoffrey, pas de problème. Écoute, voilà, moi Alex, peut-être tu voulais. Non, mais moi, je me rends compte que parfois, je manque de certains atouts que devrait normalement me conférer justement mon âge, parce que je voudrais faire comprendre à certaines personnes plus jeunes que moi quel est le moyen d'éviter certains écueils qui m'ont fait chuter, et je n'ai que l'impression finalement d'avoir un ton un peu professoral et puis de donner des vérités de façon péremptoire, et c'est pas forcément de cette façon-là que je vais faire adhérer aux gens, faire adhérer à mes idées les gens qui m'écoutent. Et ce que tu dis m'intéresse beaucoup et me fait réfléchir sur peut-être ce que je devrais faire pour être un peu plus utile, on va dire. Moi, je veux dire, je me suis retrouvé dans une situation où j'exprimais librement mes idées, c'était il y a pas mal de temps, presque une vingtaine d'années, face à une assemblée d'environ 30 personnes. Tout le monde était scandalisé par rapport à ce que je disais, parce que j'incarnais l'inverse exact de la tolérance, et je commençais à susciter dans l'assemblée qui m'écoutait une hostilité qui était vraiment en train de monter très fort. Et à un moment donné, je leur dis, vous savez, vous êtes le camp de la tolérance. Maintenant, je vous pose une question simple. Quel est le sentiment que vous éprouvez à ce moment à mon égard? Et là, je m'adresse à une personne dans la foule. Je dis, toi, par exemple, admettons, elle s'appelle Pascal, peu importe. Toi, Pascal, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens à mon égard? J'ai pris la nana dans l'assemblée qui était la plus enragée contre moi. Là, elle ne pouvait pas dire je suis neutre, je te déteste pas, puisque c'était évident que là, le débat avait tellement chauffé que. Voilà. Et je lui dis, quel est le sentiment que tu éprouves? Sois franche, tu as le droit de me détester. Ok, c'est de la haine. On peut le dire, c'est prouve de la colère, tu as le droit. Est-ce que cette colère, c'est de la haine? Ensuite, je demande à une autre personne, puis une autre personne. Jusqu'au moment où ça devient évident qu'en fait, la foule qui me reprochait à moi d'être le mec haineux était en fait en train de se laisser remplir de haine à mon égard, simplement pour des raisons purement idéologiques. Et ben ça, je trouve que c'est un truc super intéressant d'être capable d'aller tout de suite au cœur du sujet, d'être seul dans son discours, et après, presque systématiquement, vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous parler, parce que vous leur avez servi finalement un peu de conscience d'emprunt. Ils se disent, mais au fond, ce mec qui est tout seul et qui nous tient tête, merde, en fait, moi aussi, j'aimerais bien avoir cette liberté. Parce que souvent, les gens nous envient notre liberté d'opinion. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont dans l'autoracisme se briment eux-mêmes et se mettent les menottes à eux-mêmes. Vous pouvez être pour eux un exemple de liberté de pensée qu'ils n'ont pas ressenti depuis des années et des années. Ah oui, je comprends, c'est subtil ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis que dans le ressentiment ou la haine qu'ils peuvent avoir vers toi, il y a une forme de jalousie pour la liberté que tu as. C'est ça que tu dis? Bah, ouais, il me semble que oui. Ouais. Il me semble que oui. Ouais, ça peut jouer, c'est vrai. Je pense que la question de l'éloquence, c'est une question qui se pose pour quelqu'un c'est une question naturelle. C'est-à-dire quelqu'un qui veut parler se pose la question de l'éloquence. Quelqu'un qui a cette destinée, ce talent, se la pose. En fait, je comprends l'idée qu'il faille entraîner les enfants à être éloquents, mais je pense que c'est une question de spécialiste. Oui, tous les enfants vont pas forcément en faire leur discipline préférée, c'est évident, mais au moins que tous les enfants de notre communauté en entendent parler. Et puis je pense que même un gamin qui va avoir un métier dans le secteur primaire doit avoir des exemples de, je sais pas, la littérature antique est parfaite pour ça. Il y a Marc Aurèle, qui était peut-être un peu un gauchiste, mais tant pis, il avait une façon de s'exprimer qui était de nature à marquer un esprit. Moi, par exemple, il y a une phrase de Marc Aurèle. Marc Aurèle était un gauchiste? La première fois que j'entends ça. Ouais, en quelque sorte. Non, mais c'est pas tout ce qu'il y a à retenir sur lui, hein, attention. C'est un petit peu de l'anachronisme. Mais, je trouve que c'est un gros anachronisme. Ouais, pas tant que ça. Il laisse rien passer, Geoffrey. Pas que. Non, mais je sais pas ce qu'il sous-entend par là, alors je suis surpris. J'ai un peu lu Marc Aurèle. C'était même un gros connard, en fait, Geoffrey. Je te le dis, c'était un gros connard. J'aime beaucoup Marc Aurèle, et il y a une phrase dont je me souviens de lui, que j'aime beaucoup, et qui dit « Souviens-toi que le principe qui nous gouverne est absolument invincible ». Et c'est une façon, en fait, de dire finalement, il n'y a pas de libre arbitre, mais peu importe. Et je trouve ça vraiment ciselé comme phrase. C'est vraiment une très belle phrase, très lourde de sens. Et après,
après, c'est pas évidemment, c'est pas ce qu'il faut dire. Marc forcément à un gosse. Aurèle, empereur gauchiste de Rome. Ok. Ouais, tu peux le noter. Et tu mets Timothée Orgens dessous, s'il te plaît, quand tu le graveras dans le marbre. Ok, merci. D'accord. Voilà ce que je voulais dire, mettre en avant l'importance pas seulement du bien parler, mais de avoir un truc à dire avant de maîtriser l'éloquence. Bon, et écoutez, chers amis, comment elle était cette émission? Elle vous a plu? Moi, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça animé. Correct. Elle était correcte. Ah, on termine comme ça. Alors, on n'a pas un salutation et remerciement pour le public. Évidemment que si. Si, bien sûr. Ah. Mais bien sûr que si. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous aussi, vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu, d'activer la fée clochette. Et puis, de devenir tipeur, je reviens dessus, c'est quand même important d'avoir des gars qui nous soutiennent, pas que par la poignée de main, hein, la tape dans le dos, les gars, le like, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais le petit geste, devenir tipeur, c'est vraiment important, ça nous aide. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Ok les amis, bon écoutez, je vous remercie d'avoir été présents pour ce numéro d'avril de Fréquence Occident. Les amis, je vais vous saluer. Vous avez été brillants, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, on n'a pas été brillants non plus. Non, pas toi. Non, mais Alex et Daniel ont été brillants. Allez, boum. Putain, c'est un cactus, quoi, ce type, c'est pas possible, quoi. Ah non, moi je suis pas Tu lui fais d'accord. un bisou, il te fait une baffe. Non, mais je veux dire, Léonard de Vinci, il est brillant, mais nous, on n'est pas brillants, je suis désolé. Non, je rigole. Ouais, nous on est comme ça, on dit au revoir comme ça les gars. Je vous remercie d'avoir assisté à cette merveilleuse émission et on se revoit le mois prochain pour une autre fabuleuse émission. Fréquence Occident revient dans un mois et je vous remercie les amis d'avoir été aussi brillants. Hein, Geoffrey? Merci. À très bientôt, les braves. Bye bye. Au revoir, à bientôt. Bah oui, c'est la fin, Geoffrey, allez. Ok, au revoir, merci d'être venu. C'est nul. Oh, tu m'as dit de dire ça, moi je te le dis. À bientôt, les amis. Merci, les braves, de votre attention. Ciao, ciao. Eh bien, salut les remplacés et surtout n'oubliez pas, il était très gentil. Allez, arrivée d'air chaud. Bye bye les gars. Salut. Ciao, ciao.